Hubbard a compris comment il pouvait fusionner des techniques hypnotiques, la répétition, la fixation et l'imitation, les moyens de plonger quelqu'un dans un état modifié, avec la promesse de pouvoirs surnaturels, d'une résistance à toute maladie, d'un QI brillant, d'une merveilleuse équanimité émotionnelle. Et il a continué à vendre ces choses depuis 1950, et elles sont encore vendues aujourd'hui. C'est digne de la science-fiction. La scientologie se résume à deux choses: avoir l'intention de contrôler les autres et pouvoir quitter son corps pour voyager dans l'univers. C'est une énorme arnaque qui a asservi les gens psychologiquement et physiquement. Sassy Organization compte près de 4000 membres, tous esclaves. Ils n'ont pas le droit d'avoir des enfants, mangent mal et sont mal payés. Vous avez été scientologue 9 ans. Oui, je suis officiellement opérante étant niveau 5. Quelle est la chose la plus extravagante à laquelle vous avez cru? Il y a 75 millions d'années, le maléfique seigneur galactique Xenu a rassemblé les populations de 176 planètes, les a fait exploser dans des volcans, a collecté leurs esprits sur des rubans électroniques, puis nous avons été exposés à 36 jours d'un plan hypnotique dans l'endroit que les chrétiens appellent le paradis. Je ne sais pas ce qui est le plus troublant, les origines occultes du nazisme ou les origines nazies occultes de la scientologie. Comment l'occultisme a-t-il fait son chemin jusqu'au sein du parti nazi? C'est fondamentalement à propos de... Bonjour, je suis Mayim Bialik et je suis Jonathan Cohen. Et bienvenue dans notre décryptage. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde de l'occulte, mais pas seulement tel que vous pourriez l'imaginer. Phénomène surnaturel, phénomène psychique. Est-ce vrai? Est-ce réel? Ce dont nous allons parler, c'est de la façon dont un ensemble de croyances qui relevaient absolument de l'occulte sont parvenues entre les mains et dans l'esprit de certains des hommes les plus puissants du Troisième Reich. Et comment l'occulte a joué un rôle significatif non seulement dans la politique nazie, mais aussi dans la façon dont les nazis pensaient que ces idées pouvaient être utilisées pour transformer le monde. De plus, nous allons examiner comment les origines occultes du parti nazi se sont retrouvées dans l'une des organisations les plus puissantes du monde aujourd'hui, la scientologie. Notre invité est un ancien scientologue qui a passé les 4 dernières décennies à examiner les origines de la scientologie. Et ce qu'il a découvert a eu plus d'impact sur l'histoire du monde qu'il ne l'aurait jamais soupçonné. Le livre dont nous allons parler s'intitule « Si la scientologie dirigeait le monde, occultiste nazi, magie sexuelle, extraterrestre et la seconde venue ». C'est un plaisir d'accueillir dans l'émission John Attack. Break it down. Merci, c'est un plaisir d'être ici. Notre podcast a tendance à tourner autour de l'intersection entre la science et la spiritualité. Mais Jonathan et moi avons un très grand intérêt pour les croyances qui façonnent les gens. Et, dans de nombreux cas, les informations, la désinformation et la mésinformation qui sont souvent communiquées aux gens. Le titre et la couverture de votre livre sont déjà très accrocheurs, en effet. Si la scientologie dirigeait le monde, les occultistes nazis, la magie sexuelle, les extraterrestres et la seconde venue. Et la couverture de mon livre porte le symbole de la scientologie, à côté du symbole SS qui représente la guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Le livre derrière votre épaule gauche, sur votre étagère, porte le symbole de la scientologie et une croix gammée. Donc, avant même que nous commencions, l'un de ces éléments n'est pas comme les autres. Pourquoi mon livre n'a-t-il pas de croix gammée? Je n'ai jamais posé cette question à personne. Parce qu'il y a 3 pays en Europe où l'image de la croix gammée est interdite. Et donc le livre ne pouvait pas y être vendu. Et après une petite négociation avec Amazon, nous avons mis le symbole SS à la place. Je voulais montrer qu'au fond, le symbole que nous voyons ici pour la scientologie est en fait un symbole de la scientologie. Il y a les runes SIG qui partent des coins, et c'est le drapeau nazi avec le symbole de la scientologie au centre. Je crois qu'elle a été publiée pour la première fois en 1981. C'est le symbole de l'Organisation internationale de gestion de la scientologie. Quels pays interdisent la croix gammée sur les couvertures de livres? L'Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique, pour des raisons évidentes. Eh bien, vous savez, je pourrais en parler encore et encore.
Donc, ça va clairement être, vous savez, un type de conversation différent de celle que nous avons habituellement avec les invités, parce que vous apportez une expertise différente à ce sujet. Je voudrais que vous commenciez par, vous savez, nous expliquer de quoi parle vraiment une conversation sur la scientologie. Eh bien, c'est fondamentalement l'histoire d'un homme qui a trouvé un moyen d'arnaquer beaucoup de gens en rassemblant des idées qu'il avait prises, en particulier à l'Ordo Templi Orientis, qui était le groupe d'Aleister Crowley. Et il a, en quelque sorte, reformulé ces idées, des idées qu'on appelle aujourd'hui l'occultisme occidental. Et il a reconditionné ces idées de façon absolument cynique. Je n'ai aucun doute là-dessus. J'ai écrit une histoire de la scientologie intitulée Vendons à ces gens un morceau de ciel bleu. Et j'ai approfondi le sujet en détail. Je fais des recherches sur ce sujet depuis ma première rencontre avec la scientologie, il y a 50 ans. Et il n'y a absolument aucun doute dans mon esprit qu'il avait compris comment il pouvait fusionner des techniques hypnotiques, la répétition, la fixation et la mimétisation, les moyens de plonger quelqu'un dans un état modifié, avec la promesse de pouvoir surnaturel, de résistance à toute maladie, d'un QI brillant, d'une merveilleuse équanimité émotionnelle. Et il a continué à vendre ces choses depuis 1950 et elles sont toujours vendues et elles n'ont jamais été atteintes. Il arrive parfois qu'une condition entre en rémission spontanée, mais aucun pouvoir surnaturel n'a été démontré. Et il a présenté ça dans une cosmologie assez simpliste. Ça dit que nous existons depuis un quadrillion et quart d'années, ce qui dépasse les milliards et les billions. Nous nous sommes réincarnés plusieurs fois durant cette période et avons vécu dans de nombreuses civilisations différentes. Cependant, pendant ce quadrillion et quart d'année, je ne connais que 4 civilisations qu'il a mentionnées durant cette période. Et au cours des quelques milliers d'années passées sur Terre, nous en avons eu pas mal. Donc, en gros, c'est une énorme arnaque qui a asservi les gens psychologiquement et physiquement. Il y a environ 4000 membres dans sa Sea Organization et ce sont des esclaves. Ils font tout ce qu'on leur dit, ils n'ont pas le droit d'avoir des enfants, ils ne mangent pas bien, ils ne sont pas correctement payés, ils ne dorment pas suffisamment. J'ai parlé avec des personnes qui ont parlé avec une femme qui ne dort que 2 heures par nuit et ça va te briser, quoi qu'il arrive. Donc, oui, c'est l'élément scientologie de tout ça. Et lire votre livre, c'est une histoire fascinante, vous savez, non seulement du mouvement de la scientologie, mais aussi de ses origines, et vous savez, en quelque sorte, où cela nous a menés aujourd'hui. Vous avez des citations tout au long du livre. Je veux dire, Hubbard a avoué que son intention, depuis le tout début, était d'aider Lucifer à faire venir l'Antéchrist sur Terre pour contrecarrer la seconde venue du Christ. Ce qui, selon Hubbard, sera en réalité un atterrissage massif d'extraterrestres provenant du système planétaire marcabien. Je veux dire, c'est digne de la science-fiction et vraiment, ça n'en finit pas. Et le genre d'histoire dont il parlait, vous savez, ça ressemble à un contenu que, autrement, on qualifierait de divagation d'une personne qui n'est pas bien. Et une grande partie de ça était, et c'est en quelque sorte connu, une grande partie de ça n'a pas été révélée dans l'histoire, vous savez, de la structure de la scientologie. Mais ce dont j'aimerais que vous parliez comme point de départ, c'est que Ron Hubbard a commencé par utiliser le langage psychologique et les techniques d'un domaine de la psychologie qui évoluait rapidement pour essayer d'aider les gens. Et ce qui m'intéresse, ce sont les aspects que je comprends. C'est-à-dire que Ron Hubbard utilisait des techniques comme ce que nous appellerions aujourd'hui la thérapie d'exposition, n'est-ce pas? Cette idée de vous faire revisiter un traumatisme, de revivre, vous savez, des moments importants, ce n'est pas faux. La psychologie a des méthodes par lesquelles on expose les gens à quelque chose afin d'éteindre une réaction, et c'est très bien documenté, notamment chez les rongeurs. Ça ne fonctionne pas toujours avec les humains, mais Hubbard n'était pas psychologue, il n'avait pas le droit de pratiquer, alors parlez-nous un peu de la façon dont les idées initiales de Hubbard consistaient à créer une psychologie qui pourrait aider les gens. Où ce changement s'est-il produit
Et à quel moment cela a-t-il coïncidé avec certaines de ses idées plus irréelles et un peu bizarres sur l'expérience humaine? La première fois qu'il a mentionné les techniques qu'il allait utiliser, c'était en janvier 1949, dans une lettre qu'il a écrite à son agent littéraire, Farid Ackerman, qui m'a fourni la correspondance. Dans cette lettre, où il révèle pour la première fois la technique qui sera appelée la dianétique, il dit qu'il a mis au point une méthode qui rapportera beaucoup d'argent. Une méthode grâce à laquelle vous pouvez violer des femmes et elles n'auront aucune connaissance de ce que vous avez fait. Et une méthode qu'il pense pouvoir utiliser pour contrôler l'Église catholique sans avoir encore décidé quoi faire. Aucun bénéfice thérapeutique n'est mentionné. Et aussi, désolé, je veux juste clarifier, le but n'était pas de violer des femmes. Il essayait de démontrer à quel point cette technologie était puissante. Il croyait que c'était à ce niveau-là qu'on pouvait amener quelqu'un à se détacher de son expérience consciente. Le témoignage de ses deux premières épouses, dont la seconde était bigame, était qu'il avait utilisé ces techniques pour leur faire du mal. Sa deuxième épouse, Sarah, a déclaré qu'il lui avait fracturé la trompe d'Eustache, ce qui l'avait rendue sourde d'une oreille. Donc il utilisait des pratiques hypnotiques. Maintenant, comme vous le dites, la thérapie abréactive, le fait de revivre des expériences passées, existe depuis longtemps. Ça remonte au moins à Joseph Breuer en 1890. Et c'est la technique avec laquelle Freud a commencé. Et si vous lisez, il y a une conférence en 1909 donnée à Worcester, Massachusetts, par Freud, où il décrit cette technique en détail. C'est très similaire à ce dont Hubbard parlerait. Vous comptez quelqu'un dans un état de rêverie ou de légère transe, puis vous remontez dans le temps à travers des incidents le long d'une chaîne pour libérer la charge émotionnelle. Ce sont tous des termes de la conférence de Freud que Hubbard reprendra. Freud demande alors pourquoi la technique n'est pas bonne. La technique ne fonctionne pas parce que, en termes freudiens, elle ne résout pas le transfert. Elle rend la personne de plus en plus dépendante au lieu de la rendre de moins en moins dépendante. Donc, dès 1909, Hubbard affirmait avoir lu Freud. Il disait que la technique venait de Freud, donc on peut seulement imaginer qu'il était au courant de ça. Il a ensuite menti pour éviter le service militaire, prétendant des blessures de guerre alors qu'il n'en avait pas et n'a jamais combattu. La dernière année de la Seconde Guerre, il était à l'hôpital, prétendant avoir des ulcères, mais les radiographies n'en ont jamais révélé. On lui a néanmoins prescrit des barbituriques, du phénobarbital. Il l'admet en conférence, disant avoir été dépendant au phénobarbital. Une conférence obscure, mais une conférence tout de même. À l'hôpital, il a mis une blouse blanche pour accéder à la bibliothèque et lire la littérature médicale. Et je suis presque sûre que ce qu'il a lu, c'était un article de deux psychiatres américains appelés Grinker et Spiegel, qui utilisaient le phénobarbital et la thérapie abréactive sur des membres d'équipage d'avion qui avaient, vous savez, subi des traumatismes terribles. C'est très intéressant. Ils ont écrit un livre intitulé « Des hommes sous stress » sur la technique, qu'ils pensaient être fantastiquement efficace au début. En 1960, lorsqu'ils ont republié le livre, ils ont expliqué qu'à long terme, ça ne fonctionnait pas, que le traumatisme revenait. Donc, fondamentalement, ce qu'ils traitaient, c'est ce que nous appelons aujourd'hui l'ESPT. Et il s'avère qu'ils ne le traitaient pas avec succès. Parlez-nous un peu plus de ce qui s'est passé lorsque Hubbard s'est essentiellement fait passer pour un professionnel de la santé mentale. Et je n'ai rien contre les personnes qui luttent avec leur propre santé mentale et qui aident les autres. C'est-à-dire que, selon moi, il n'aurait vraiment pas dû être dans cette position, même s'il avait été psychologue. Mais parlez un peu de la façon dont certaines de ces techniques ont continué à évoluer et comment il a été initialement dénoncé pour avoir pratiqué sans licence. Oui, l'Association médicale du New Jersey l'a poursuivi en justice pour exercice illégal de la médecine en 1951. Ça vaut la peine de dire qu'en 1947, j'ai ce petit livret que j'ai écrit et il contient une lettre reproduite où Hubbard, en 1947, demande un traitement psychiatrique parce qu'il a perdu l'équilibre de son esprit. C'était sa propre perception de lui-même. Il a touché une pension d'ancien combattant jusqu'à sa mort. Donc, il prétendait avoir guéri de toutes ces choses, mais il continuait à réclamer ses $38 par mois, ou quel que soit le montant, pour une invalidité mineure.
Donc, les techniques, au départ, c'était la dianétique. Il a publié un livre en mai 1950 intitulé Dianétique, la science moderne de la santé mentale. Et ce sont des mots intéressants, science moderne de la santé mentale. À la stupéfaction de tous, il s'est vendu à 150 000 exemplaires en octobre de cette année-là, lorsque l'éditeur médical, Hermitage House, qui l'avait publié, l'a retiré de la vente parce qu'il le considérait comme frauduleux. Ils n'ont fait aucune déclaration publique à ce sujet, mais ils ont parrainé un livre du docteur Joseph Winter qui avait travaillé avec Hubbard, et Winter a écrit un livre intitulé Rapport d'un médecin sur la dianétique, où il disait « Je pense que la technique est assez bonne, mais Hubbard est un escroc. » Et l'association médicale du New Jersey porte plainte. Sa deuxième épouse, Sarah, avec qui il était bigame, demande le divorce. Ils kidnappent leur enfant d'1 an, Alexis Valérie, et l'emmènent à Cuba, menaçant de la découper en morceaux et de la jeter dans une rivière. Si la demande de divorce n'est pas retirée, car il y a des allégations de torture de sa part. Un pétrolier du Texas nommé Don Purcell, un pétrolier de Wichita nommé Don Purcell, le fait sortir de prison, le ramène, règle les procès et rachète tout ce qui est en faillite. Hubbard, à ce moment-là, pour $1, vend toutes ses parts dans la dianétique à Purcell, pensant que tout va mal tourner et mal finir. Mais Purcell parvient à la sauver. À ce moment-là, Hubbard s'est brouillé avec Purcell. Il a commencé à l'attaquer publiquement parce qu'il veut maintenant introduire l'idée de la réincarnation. Parce que l'idée de revenir à la naissance et aux traumatismes prénataux ne fonctionne pas, ça ne produit pas les résultats qu'il affirme dans la dianétique, la science moderne de la santé mentale. J'ai travaillé sur 273 personnes. Aucune de ces personnes, pas une seule de ces 273 personnes ne s'est jamais manifestée. Donc, il a constaté que ça ne fonctionne pas. Alors, la solution, c'est d'aller plus loin dans le passé. Et la seule façon d'aller plus loin, c'est d'entrer dans les vies antérieures, la réincarnation. Et il a tiré ça de ce qu'on appelle la mémoire magique d'Aleister Crowley. Il l'a pris directement de Crowley et il parle de Crowley. En 1952, il y a 3 conférences où il parle de son très bon ami Aleister Crowley et de comment nous devrions tous lire Aleister Crowley. Donc il se fâche avec Purcell. Purcell dit « Non, la réincarnation, non, je ne vais pas croire à ça. » Il vole les listes de diffusion de la fondation de Wichita et il y a des poursuites à ce sujet. Un homme appelé James Elliott, qui travaille pour Hubbard, est poursuivi et il envoie 31 lettres à toute la liste de diffusion à propos du fait que Don Purcell est un charlatan et de la façon dont il a été maltraité, et il le traite de charlatan fortuné dans cette affaire. Il s'enfuit à Phoenix, en Arizona, et se rend compte qu'il n'a plus la dianétique. Il doit faire quelque chose de nouveau. Donc, en février 1952, il invente la scientologie, largement basée sur le travail de Crowley, sur une reformulation de l'idée que l'on peut élever la volonté, téléma, selon Crowley, afin que vous puissiez ordonner aux autres d'agir de façon subliminale, ce que Hubbard nomme simplement l'intention. Nous allons élever l'intention, et le but n'a vraiment que 2 aspects. En scientologie, l'un d'eux est d'avoir l'intention afin de pouvoir commander et contrôler les autres. Et l'autre est de pouvoir quitter son corps et voyager dans l'univers à volonté. Encore une fois, ça vient de Crowley et, comme le montre ce nouveau livre, ça provient finalement de Madame Blavatsky. Oui, ce dont nous allons parler. Ce dont nous allons parler. Je sais que vous n'êtes pas étranger aux accusations de l'Église de Scientologie concernant ce que vous faites et à quoi vous avez consacré une grande partie de votre vie. Hubbard a écrit un livre, Scientology, A History of Man, et il dit, je cite, « Ceci est un récit froid et factuel de vos 60 000 milliards d'années passées. » La plupart des 100 pages de History of Man, c'est tiré de votre livre, sont consacrés à une version étrange de l'évolution humaine. Nous descendons des palourdes. Il surnomme la palourde le bouhou ou le grand pleurnicheur. On les appelle les grands pleurnicheurs ou les bouhous. Et les humains pleurent parce que ces ancêtres devaient constamment expulser l'eau de mer de leurs coquilles. Vous savez, ça me touche profondément quand je lis quelque chose comme ça, parce que c'est quelque chose qui a été publié. Vous savez, les gens ont accès à ça. Et vous savez, c'est cette combinaison de psychologie et de mythologie.
Je ne sais pas, vous voyez, c'est justement ce qui me fascine. Avant qu'on parle un peu plus des extraterrestres, des planètes et d'Aleister Crowley, j'aimerais vous donner l'occasion, en quelques mots, de nous parler de votre relation avec la scientologie. Bien sûr, oui. Quand j'avais 19 ans, je suis rentrée chez moi. Après, je suis batteur et j'étais en tournée dans le sud de la France. Et je suis rentrée chez moi pour découvrir que la fille avec qui je vivais depuis 15 mois s'était volatilisée et j'avais passé un moment assez difficile à Toulouse. J'avais passé une semaine à vivre avec 1 franc par jour, ce qui me permettait d'acheter une baguette de pain et je suis intolérant au gluten. Je suis donc rentrée chez moi, assez euphorique d'y être parvenue, même si j'avais dû laisser ma batterie derrière moi. Et ma copine n'était pas là, elle était juste partie et personne ne semblait savoir où elle était allée. Et il s'est avéré qu'elle s'était installée avec un de nos amis. Et elle est partie vivre en Nouvelle-Zélande avec lui. Ce qui était probablement mieux pour elle et pour moi, franchement. Mais ce n'est pas ce que je ressentais à l'époque. Et donc, j'avais le cœur brisé et je n'arrivais pas à obtenir d'aide. Vous savez, les personnes à qui je parlais ne pouvaient pas m'aider. Un jour, j'étais chez un ami et il y avait un exemplaire d'un livre de Hubbard intitulé La science de la survie. J'ai découvert plus tard que ce livre avait été écrit par un prête-plume, Richard DeMille, fils de Cécile B. DeMille, avec qui j'étais aussi en contact à l'époque. Il a écrit 3 des livres de Hubbard, mais ce livre semblait avoir du sens. Il disait « Vous avez des unités d'attention piégées, votre attention est restée bloquée sur certaines choses, vous devez revenir en arrière et déterrer ces choses-là. » Il avait perdu, il avait besoin... En fait, dans ce livre, il a annulé la technique dianétique originale parce qu'elle était hypnotique. Elle a été réutilisée en 1977 et reste en usage, malgré l'aveu de Hubbard que c'est une pratique hypnotique. Mais ce livre semblait avoir du sens. Alors j'ai appelé, je connaissais une psychiatre, donc je me suis dit, eh bien, elle saura de quoi il s'agit. Alors je l'ai appelée et elle m'a dit qu'elle n'en savait rien. D'accord. J'ai donc appelé un prêtre anglican pour lui demander s'il savait quelque chose. Il m'a répondu qu'il n'en avait aucune idée, ce qui était plutôt étrange parce que 3 ans auparavant, il y avait eu une énorme actualité en première page sur une enquête gouvernementale concernant la scientologie et à quel point c'était dommageable. Avec le recul, c'était assez irresponsable de ces 2 adultes. J'avais 19 ans. Ils n'ont même pas pris le temps de vérifier. Mais il n'y avait aucune voix dissidente. Je suis allée au centre de la scientologie. Les gens là-bas étaient très sympathiques. Ils avaient quelques années de plus que moi. Ils étaient tous diplômés universitaires dans des matières artistiques et ils semblaient vraiment sincères. À cette époque-là, je pratiquais le bouddhisme zen. J'avais appris la méditation dans un monastère zen et ça ne m'aidait pas. Et l'abbé du monastère zen avait dit « Ne rejoins aucun groupe à moins que le membre le plus humble ait quelque chose que tu désires. » Tous ceux que je voyais là-bas étaient heureux, et moi, je ne l'étais pas. Et en quelques semaines, j'avais emménagé avec eux. Et j'ai alors eu une carrière de 9 ans où, parce que je suis écrivain, artiste, musicien, il y a une politique en scientologie selon laquelle tu dois être traité comme une célébrité. Donc, même si je n'avais pas d'argent, on me traitait toujours avec des gants blancs, toujours bien traité. Je n'étais pas humiliée ni maltraitée. Et j'ai suivi 6 de leurs formations importantes de conseiller, ce qu'ils appellent des cours de formation, mais je ne pense pas que ce soit une forme de conseil. Et Euh, l'un de leurs cours de logique, le cours d'évaluation de séries de données, que très peu de personnes suivent et qui est très élaboré. Et j'ai aussi effectué 25 étapes sur les 27 niveaux du pont de la scientologie à l'époque. Donc, je suis officiellement un tétan opérant niveau 5. Donc, je pense que vous devriez m'appeler votre éminence ou quelque chose comme ça à cause de ça. oh mon Dieu. Donc vous étiez là, vous avez été scientologue pendant 9 ans. Oui, mais toujours en tant que client, jamais en travaillant pour eux. Et la différence est incroyable. Vous savez, les John Travolta, Tom Cruise, Trish Duggins, ces personnes-là, ils sont traités avec tant de soins et de gentillesse, alors que le personnel est humilié et maltraité quotidiennement. Et ils ne te laissent pas savoir ça, bien sûr, ils te sourient et te vendent le prochain cours. Donc, j'étais amoureux du sujet. Et vers la fin de ces 9 années, j'ai commencé à penser, comme beaucoup d'entre nous, que Ron Hubbard était parti parce que les choses devenaient désagréables, les gens se comportaient de façon militariste. David Miscavige, qui est devenu le dirigeant en 1987,
Il parlait d'être dur et impitoyable. Maintenant, je n'ai pas de problème avec le fait d'être dur. Parfois, il faut l'être. Impitoyable? Non. Ne jamais avoir de pitié? Jamais aucune pitié? Non, nous devons avoir de la compassion pour les gens. Pouvez-vous nous donner des exemples pour comprendre ce qui se passait? Tout d'abord, le gars que Hubbard a désigné comme son héritier, David Mayo, a été expulsé. Et il y avait ce texte étrange appelé l'histoire d'un écureuil. Un écureuil, c'est quelqu'un qui pratique la scientologie sans licence. C'est aussi simple que ça. Et Mayo, que Hubbard avait mis en avant pendant quelques années comme étant celui qui prendrait la relève, se retrouve soudainement mis à l'écart. Et c'est vraiment une attaque très virulente contre lui, dit-on. Dans ce texte, David Mayo était le limier dans la salle de contrôle. Et ça semblait juste être une chose bizarre. Beaucoup d'entre nous ont commencé à poser des questions. Nous avons entendu dire qu'il y avait eu cette chose appelée la conférence des détenteurs de mission en octobre 1982 à San Francisco, et ils ont publié des photos de David Miscavige en train d'agresser quelqu'un lors de cet événement. J'ai évoqué plus tard avec cette personne comment Miscavige l'avait plaqué contre une armoire à dossier. There was a Il y avait des scientologues qui dirigeaient ce qu'on appelait des missions, le niveau fondamental de recrutement de la scientologie, qui avaient gagné des millions de dollars, et plusieurs d'entre eux ont été mis à l'écart. L'un d'eux s'est fait arracher sa montre Rolex du poignet. Il y a eu des passages à tabac. Nous avons entendu parler de ça et nous nous sommes dit « Eh bien, Hubbard doit être parti ». Plus tard, j'ai pu prouver de façon certaine que Hubbard avait ordonné ça. Vous savez, il sombrait dans la démence pendant les dernières années de sa vie et il était devenu paranoïaque à l'idée qu'il y ait une tentative de prendre le contrôle de la scientologie. Et donc, il se débarrassait de la poule aux œufs d'or, il se débarrassait des personnes qui faisaient le recrutement. um, À cette époque, il y avait environ 40 000 membres dans la scientologie. Le nombre n'a jamais dépassé 100 000 et environ 20 000 d'entre nous sont partis. Mais je suis partie parce que je croyais en la scientologie. Je suis partie parce que je voulais, vous savez, aider les gens en utilisant ces techniques merveilleuses. Et donc, j'étais au centre du mouvement de la scientologie indépendante au Royaume-Uni. Et au cours de cette période, j'ai rencontré le capitaine Bill Robertson, qui occupe une place importante dans ce livre et qui est complètement fou, um, même si je m'entendais très bien avec lui. Et quelqu'un a livré une sorte de pile de, je ne sais pas, 45 centimètres de documents qu'ils avaient récupérés aux États-Unis auprès d'un avocat là-bas. Ce type a dit « Écoute, j'ai pas le temps de lire ça, Jean, lis-les toi-même. » Ce matériel venait d'un journaliste nommé Michel Lynn Shannon. Et il a montré que toutes les affirmations que Hubbard faisait à son sujet, vous savez, qu'il avait étudiées avec des gourous en Orient, non, pas une seule. Il était un héros de guerre blessé? Non. Il était ingénieur civil diplômé? Non. Il avait un doctorat? Non. Il était physicien nucléaire? Non. Tout était inventé et je lisais cette pile de documents. Et je n'ai pas dormi cette nuit-là, j'étais un peu... On m'a menti. Et il y a un principe fondamental dont parle Hubbard, il dit que l'honnêteté, c'est la santé mentale. La route vers la vérité exige des actes concrets. À ce moment, j'ai pensé qu'il mentait. Je dois tout remettre en question. donc, quand on entend parler de personnes qui quittent la scientologie, il y a généralement quelque chose de significatif, il y a une excommunication, des menaces et toutes ces choses-là. Mais vous êtes parti pour créer une sorte d'univers indépendant de la scientologie, séparé de l'organisation principale. Parce que vous vouliez en quelque sorte préserver les choses que vous croyiez, à ce moment-là, être pures à propos de la scientologie. C'est bien ça? Oui, j'étais un vrai croyant et je croyais que la soi-disant technologie de la scientologie, les procédures d'audition ou de conseil allaient libérer les gens. Même si ma propre expérience des niveaux supérieurs avait été, vous savez, j'étais très confus par l'idée que j'étais rempli de milliers de petits esprits qui déterminaient comment je me comportais. Vous savez, ça m'avait vraiment troublé. Selon vous, quelle est l'une des choses les plus extravagantes auxquelles vous ayez cru et qui maintenant vous semble insensée? Eh bien, c'est exactement ça.
au troisième niveau d'Operating Titan, on te dit qu'il y a 75 millions d'années, le maléfique seigneur galactique Xenu a rassemblé les populations de 176 planètes, les a amenées sur Terre, les a fait exploser dans des volcans, a collecté leurs esprits sur des rubans électroniques, puis ils ont été exposés. Nous avons été exposés à 36 jours d'implantation hypnotique dans l'endroit que les chrétiens appellent le paradis, ce que Hubbard précise ailleurs. Et je suis ressortie de ça et j'ai traversé tout ça en très peu de temps, en quelques jours. Et je suis retournée là-dedans et j'ai dit, vous savez, je n'ai aucun pouvoir surnaturel à la suite de ça. C'est vraiment étrange. Et à ma grande surprise, au lieu qu'on me dise, eh bien, tu dois y retourner et recommencer, refaire le parcours, comme on dit. Le gars m'a regardé et m'a dit, ah, beaucoup de gens trouvent qu'il faut faire OT4, alors j'ai emprunté de l'argent et j'ai fait OT4. Et après OT4, qui concerne les tétans corporels, ces petits esprits qui ont été drogués, tu t'occupes de leurs problèmes de drogue datant de millions d'années. Et à la fin de ça, je suis allée voir et j'ai dit, je suis désolée, mais il ne me semble pas avoir tiré de bénéfice de tout ça. Et encore une fois, le gars m'a dit, tu as besoin du niveau suivant, OT5. Alors j'ai emprunté l'argent. Et à la fin, vous savez, je suis restée environ 1 an après avoir fait OT5, même si je n'en ai pas fait plus. Et je me suis dit, bon, peut-être que les niveaux inférieurs étaient utiles. Mais je ne comprends pas cette idée que nous soyons, une collection de potentiellement des millions de petits êtres. Combien d'argent empruntiez-vous à chaque fois pour passer au niveau suivant? Je pense que j'ai emprunté environ 4000 livres, peut-être 4500. C'était il y a longtemps, donc j'en ai fait beaucoup. Il y a très très longtemps, Si je demandais à Internet en quelle année c'était. ça aurait été en 1982. Donc si je demandais à Internet, Il nous dira combien j'aurais pu mettre à la banque à ce moment-là. et donc en argent d'aujourd'hui, on parle d'environ 13 500 $. Eh bien, ce serait en livres, oui, en livres sterling, donc probablement environ 17 ou 18 000 dollars, quelque chose comme ça. Donc oui, ce n'était pas une petite somme, et c'était pour un total de 37 heures et demie. C'est tout ce que j'ai à dire. Et ça m'intéresse parce que dans tous les récits qui finissent par circuler et qui ont un impact significatif sur les gens, il y a souvent un élément fondamental qui est soit utile, soit qui semble vrai. Et donc, on dirait qu'au premier stade, tu en retirais un certain bénéfice. Et c'est au niveau supérieur que les choses semblaient soit trop mythiques, soit vraiment trop éloignées et n'apportaient aucun bénéfice tactique ou concret. Pouvez-vous parler un peu de certains des bénéfices que vous avez reçus lors des premières phases? Parce que si vous partez en espérant appliquer ce travail et que vous y croyez fermement, je pense que c'est important, simplement pour réfléchir et partager certains des aspects positifs qui vous ont permis de suspendre votre incrédulité, de continuer à emprunter de l'argent et de passer par certains de ces niveaux supérieurs qui se sont finalement révélés s'effondrer. Oui, et c'est très important. Je veux dire, sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo que j'ai faite avec mon ami Christian Tchourko, où nous disons que si tu as fait partie de n'importe quel type de secte abusive et autoritaire, tu devrais aussi considérer les bénéfices. Tu devrais aussi réfléchir car ce n'est pas complètement négatif. Mais il y a un problème. Euh, Se sentir bien et en tirer un bénéfice ne sont pas la même chose. Donc, un exemple simple serait que je dirais que tout bon système de conseil va améliorer vos relations avec les autres. La scientologie mène à une rupture des relations. Il n'y a aucun doute là-dessus. Les familles sont séparées. Vous avez des parents qui ne parlent plus à leurs enfants, ce qui est pour moi la chose la plus épouvantable. L'autre chose, c'est qu'une technique peut vous faire sentir euphorique. Beaucoup d'anciens scientologues diront que le cours d'origine, le cours de communication, où tu fais les soi-disant routines d'entraînement, que c'est extrêmement bénéfique. Je pense qu'Aaron Smith-Levine, il l'a dit aussi, et c'est un grand opposant à la scientologie, mais il m'a dit qu'il pense que certaines des idées sont bonnes. Les gens repartent en disant qu'ils l'ont fait et se sont sentis très bien.
Et tu continues. Oui, tu entres dans une transe hypnotique et dans une transe hypnotique, tu te sens euphorique et cette manipulation de l'euphorie est quelque chose de très important à comprendre pour qu'on ne se fasse pas piéger. Maintenant, quand Steve Hassan, notre ami commun, a vu pour la première fois les exercices d'entraînement démontrés, maintenant Steve est un hypnothérapeute expérimenté, un hypnothérapeute hautement qualifié. La première fois qu'il a vu ça, il a dit « c'est l'usage le plus flagrant de l'hypnose dans une secte qu'il ait jamais vu, parmi des centaines qu'il a étudiées. » Donc vous avez ce truc de « ça vous fait vous sentir bien, mais ce n'est pas forcément bon pour vous. » Ça peut même faire de vous une pire personne, vous savez, plus narcissique. Je pense que c'est l'élément principal au sein de la scientologie et de beaucoup de ces centaines de sectes dérivées. D'après ce que nous savons sur des techniques comme l'EMDR que les gens utilisent pour traiter les traumatismes, qui, vous savez, avec tout le respect que je dois, n'est pas si différente de certains de ces concepts. Vous savez, la notion de MDR, que si vous revenez en arrière et que vous trouvez ce premier ou ce pire traumatisme, n'est-ce pas, alors vous pouvez d'une certaine manière, et on ne sait pas vraiment comment, n'est-ce pas, il y a un certain traitement qui se fait, grâce auquel vous arrivez ensuite à résoudre quelque chose. Mais il y a toujours cette composante qui consiste ensuite à essayer de montrer au système nerveux, que c'est sain, que ça fait du bien. C'est l'endroit où vous pouvez trouver la paix, n'est-ce pas? Je veux dire, même dans, vous savez, le traitement des traumatismes qui se fait avec, par exemple, l'utilisation de psychédéliques et dans des situations thérapeutiques, même lors d'un mauvais trip, n'est-ce pas? Même dans un voyage compliqué, il y a toujours ce potentiel de résolution, n'est-ce pas? Quel est l'endroit élevé en vous? Quelle est la source? Où se trouve votre moi supérieur? Sur quoi pouvons-nous nous appuyer, n'est-ce pas? Dans le travail respiratoire holotropique aussi, donc cette notion peut être utilisée pour le bien et elle peut être utilisée pour le mal. Et ce dont vous parlez, c'est d'une situation où c'est utilisé comme une manipulation du système nerveux psychologique. Le MDR est une forme d'hypnothérapie et a été conçu par un hypnotiseur ericksonien et Euh, Shapiro. euh, L'hypnothérapie peut être positive, l'hypnothérapie peut être négative. Ça dépend en partie de l'intention du thérapeute ou de l'antithérapeute, si vous y pensez dans l'autre sens, et en partie du bénéficiaire. L'année dernière, Steve Hassan et moi avons écrit un chapitre pour un livre intitulé Psychiatrie et religion et spiritualité orientale. Et j'ai donné une liste des techniques utilisées pour induire des états modifiés afin de provoquer l'euphorie. Quand je suis arrivée à la fin de la liste, après avoir écrit ça, je me suis dit, je ne connais aucune religion qui n'utilise pas au moins une de ces techniques. Et les gens croient qu'ils vivent un effet surnaturel, alors qu'en réalité, ce qu'ils ressentent est physiologique. Donc, par exemple, la méditation, la pleine conscience, fixer quelque chose du regard, nous savons que ça provoque l'effet Gunsfeld. Et c'est votre domaine d'expertise, pas le mien. Mais lorsqu'aucune information n'arrive au cerveau commence à augmenter la sensibilité et crée une boucle de rétroaction. Vous allez halluciner, voir des choses et ressentir de l'euphorie. Comme dit, j'étais méditant zen, j'ai continué la méditation après la scientologie et ça reste dans ma pratique. Cependant, je pense que c'est plus une question de respiration profonde que de fixer du regard et j'ai tendance à écouter de la musique et à avoir une peinture à regarder. Mais donc, vous savez, les Rajneeshis utilisent l'hyperventilation. Ils font hou et ça oxygène le sang et ça vous fait sentir étourdi et euphorique. On dit très souvent que le jeûne peut provoquer ça, la privation de sommeil aussi. Il y a toutes sortes de chants, de danses, de percussions. Il existe des moyens d'agir sur le système nerveux et de provoquer une réaction qui vous fait vous sentir très bien et il se peut que vous ressortiez de la transformer. Vous savez, j'ai des amis qui me disent que l'ayahuasca leur a fait énormément de bien. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai envie d'expérimenter. La première personne qui m'en a parlé, qui était allée en Amazonie il y a 25 ans, et il a dit « Des anges sont venus me parler » et j'ai pensé « Je ne veux pas avoir cette conversation. Merci beaucoup. » et aussi, je veux dire, les récits sur le DMT et Terence McKenna qui disaient ça. Ce qui s'est révélé, c'est la véritable matrice de l'univers qui est aussi dirigée par de petits elfes. Je pense que c'est un point fascinant qui vraiment touche exactement là où Jonathan et moi avons de l'intérêt.
Vous savez, si vous vivez une expérience, si vous entendez des voix, si vous avez accès à d'autres royaumes, si vous êtes dans un état de conscience modifié, est-ce que c'est surnaturel ou est-ce physiologique? Que sait-on de ce qui se passe dans le cerveau lors des expériences psychédéliques? Que sait-on du cerveau lors des expériences de mort imminente, n'est-ce pas? Que peut-on savoir sur l'oxygénation, sur ce qui se passe aussi lorsque l'on coupe les entrées que le cerveau reçoit en permanence, n'est-ce pas? Quand les gens disent avoir pris des champignons et que tout était clair. C'est ça, oui, parce que tous les systèmes sensoriels sont émoussés et vous êtes dans cette sorte de magnifique caverne formée par les molécules de votre cerveau. Mais je trouve ce point vraiment intéressant. Je voudrais qu'on revienne en arrière, maintenant qu'on a un peu parlé de, vous savez, de votre lien personnel, vous savez, pour écrire un livre sur la scientologie. Ça inclut une discussion sur l'occultisme et sur les origines du parti nazi, ainsi que sur la destruction, vous savez, de la Seconde Guerre mondiale, et vraiment un changement dans le monde. Vous savez, cette intersection est troublante. Je ne sais pas ce qui est le plus troublant, les origines occultes du nazisme ou les origines nazies occultes de la scientologie. Et le fait que je doive choisir entre ce qui est le plus troublant, c'est littéralement la raison pour laquelle vous avez écrit ce livre. Donc le point de connexion, juste pour que les gens comprennent bien, et vraiment, j'ai vraiment apprécié, vous savez, parcourir ce livre et suivre, vous savez, l'histoire, n'est-ce pas? C'est juste pour que les gens puissent comprendre le cadre dans lequel on travaille. Quand on pense aux nazis, n'est-ce pas? Beaucoup d'entre nous pensent à une tentative mondiale d'éliminer le peuple juif, la population juive, vous savez, réussie. Je ne sais même pas quel mot utiliser, mais environ 6 millions de juifs, n'est-ce pas? Et 5 millions d'autres personnes ont été tuées, donc quelque chose comme 11 millions de personnes. Je pense que c'est la statistique courante. Mais le début de la campagne de mort des nazis n'a pas commencé avec les juifs. Ça a commencé avec des personnes atteintes de troubles mentaux, avec des personnes handicapées, vous savez. Et c'était cette perspective globale selon laquelle ils allaient perfectionner la race humaine et créer un peuple supérieur. Ce qui impliquait aussi des notions élaborées d'eugénisme et de théorie raciale répugnante, et des choses dont nous savons qu'elles sont, premièrement, fausses, et deuxièmement, qu'elles ont été manipulées, n'est-ce pas? Mais cette notion partage des similitudes avec ce que faisait Ron Hubbard en le disant. Nous avons un moyen de perfectionner l'expérience humaine. Et si on extrapole, cette perfection de l'expérience humaine peut révéler une race pure, une race exempte de toute altération. Et même si ce n'était peut-être pas la perspective des juifs, des personnes handicapées et des malades mentaux, ce point de vue s'est ensuite étendu aux homosexuels, aux communistes, vous savez, à peu importe qui, les origines sont les mêmes. Et c'est là que je veux que vous nous emmeniez ensuite. Alors, expliquez qui était Hélène Petrovna Blavatsky. C'était une femme née dans ce qui est aujourd'hui l'Ukraine, au sein de l'Empire russe, d'origine aristocratique allemande. Euh, Je crois que je cite dans le livre un biographe qui dit ça. Elle était peut-être la femme la plus érudite du 19e siècle, sinon la plus sage. Et elle avait une mémoire incroyablement rétentive. On disait que son grand-père avait étudié avec le comte Cagliostro, l'une des figures les plus importantes du mouvement rosicrucien, et qu'il possédait une immense bibliothèque occulte. À 17 ans, lors de son mariage, elle avait déjà lu une grande partie de cette bibliothèque. Elle avait ce que l'on pourrait considérer comme une mémoire de savant autiste. Elle était capable de citer des pages entières de livres et elle possédait essentiellement les enseignements ésotériques des rosicruciens et des francs-maçons. Elle a étudié avec des soufis, elle a voyagé à travers le monde, elle affirmait avoir étudié auprès de maîtres tibétains. Cette affirmation doit être remise en question. euh, Parce que entrer au Tibet à cette époque n'était pas vraiment possible, surtout pour une femme. Au XXe siècle, Alexandra David Néel parvient à y entrer, montrant combien c'était difficile. Et bien sûr, les nazis étaient fascinés par le Tibet et y ont envoyé 2 expéditions. Elle rassemble tout ce matériel, tout ce qu'elle peut trouver. Elle se rend ensuite aux États-Unis et devient partie prenante du mouvement spiritualiste.
Et elle admet qu'elle s'y est rendue principalement pour diffuser ses idées. Elle ne croit pas que les sœurs Fox soient authentiques. Elle doute de l'authenticité du spiritualisme, mais ça lui sert d'entrée. Et elle croit qu'elle projette des éléments dans l'esprit des autres, elle pense qu'elle provoque des hallucinations et des visions de matière, qu'elle peut faire apparaître des choses à partir de rien, et elle devient une véritable sensation. Il faut préciser qu'elle a été la première personne à être étudiée par la Société britannique pour les phénomènes parapsychiques, fondée par le brillant psychologue William James, qui disait « Vous savez, nous devons comprendre les phénomènes psychiques, enquêtons sur eux scientifiquement ». Et la première enquête a porté sur elle en Inde, et l'homme qui menait l'enquête a déclaré qu'elle était une véritable imposture. Donc, l'une des choses qui a été dite, c'est elle avait ce meuble où elle tirait un tiroir et il était vide. Ensuite, elle le remettait et quand elle le retirait, il y avait quelque chose. Ses domestiques disaient « Nous sommes à côté, nous mettons la chose dans le tiroir ». Beaucoup de débats subsistent. Les gens dans les cercles théosophiques de Blavatsky sont, vous savez, indignés à l'idée qu'elle faisait ses tours. Je pense que c'était une femme impressionnante. Elle a écrit, elle s'est d'abord concentrée sur le retour des idées égyptiennes, ce qui, bien sûr, allait énormément influencer Aleister Crowley. C'est la table d'émeraude, le livre de Thoth, ces choses supposées. Et elle a ensuite changé et écrit La doctrine secrète, qui avance cette idée qu'il y a eu 5 races différentes d'êtres, que la première vie intelligente sur Terre remonte à entre 200 et 300 millions d'années. Donc, on comprend d'où Hubbard tire ses dates. Ces êtres étaient gazeux, sans forme tangible, et semblent toujours parmi nous. Ensuite, il y a eu ces autres races, et il y a eu du métissage. Elle s'empare de l'idée de la race aryenne et dit qu'à l'Atlantide, il y avait cette race aryenne. Quoi, l'Atlantide sous l'eau? Eh bien, l'Atlantide. Oui, le fameux continent que l'on retrouve historiquement pour la première fois dans 2 dialogues de Platon. Donc, nous sommes vers 300 avant J.C. Platon dit 7000 ans. Il avait entendu d'un prêtre égyptien qu'il y a 7000 ans, il y avait eu une guerre entre l'Atlantide et Athènes. Il n'y avait rien à Athènes 7000 ans avant cela. Et qu'ils doivent en être conscients, ils doivent en être avertis. Et Platon semble, vous savez, raconter une histoire pour faire passer un message moral. Ça ne semble pas sérieux. Cette idée est abandonnée jusqu'au 19e siècle lorsque, je pense, 3 écrivains américains reprennent l'idée et commencent à l'approfondir. L'un d'eux est Ignace Loyola Donnelly. C'est un personnage fascinant. Il est député d'État et a servi pendant 4 mandats. Et il écrit un livre, Atlantide, le continent perdu, qui est publié 6 ans avant la doctrine secrète de Blavatsky. Et ici, nous avons l'idée des Aryens. Maintenant, il pensait que les Aryens étaient les Écossais et les Irlandais. Vous savez, donc c'était des gens aux cheveux roux. Madame Blavatsky semblait obsédée par les cheveux roux et se plaignait des personnes métissées qui, selon elle, obtenaient des cheveux roux partout. Donc, elle déplace l'emplacement de l'Atlantide et elle a cette idée qu'il y a une évolution des races. Il y aura 2 autres races. Et les nazis ne semblaient pas continuer à lire le livre parce qu'elle dit que la race racine finale sera une race métissée en Amérique. Donc, vous savez peut-être que nous nous dirigeons vers ça et qu'ils seront les surêtres. Mais les Aryens ont perdu leur super-pouvoir en se mélangeant avec des êtres inférieurs alors qu'ils avaient des pouvoirs divins. Et ça devrait faire sonner toutes les sonnettes, ça devrait rappeler chaque passage de Mein Kampf, ça devrait évoquer toutes les alertes de « c'est la base d'une notion qui a changé le monde et provoqué une guerre mondiale ». Oui, et la mort de 50 millions de personnes. Euh, Donc, et je veux dire, je pensais en savoir quelque chose parce que pendant 40 ans, j'ai été fascinée. Je savais, j'avais une certaine intuition qu'il y avait un lien entre l'occultisme nazi et la scientologie. Mais les livres qui existent, Paul Bergier, ils ont écrit 3 livres comme Le Matin des magiciens et d'autres. Et ce sont des fantasmes. Comment l'occultisme s'est-il introduit dans le parti nazi? Comment ça s'est réellement passé?
Il y a un adepte de Blavatsky qui s'appelle Dr Franz Hartmann et on ne sait pas vraiment s'il était réellement médecin ou non. Il n'y a aucune trace de diplôme, mais il a pratiqué des opérations des yeux pendant une douzaine d'années au Colorado et il avait assisté à des séances de spiritisme qu'il considérait comme frauduleuses. Il pensait qu'il y avait quelque chose derrière tout ça, mais il estimait qu'ils inventaient des choses, ce que, bien sûr, l'une des deux sœurs Fox a fini par admettre plus tard en expliquant comment elle s'y prenait. Et puis il a lu quelque chose que Blavatsky avait écrit et il est parti en Inde. Et imaginez à quel point le voyage aurait été ardu dans les années 1880 pour aller des États-Unis jusqu'en Inde. Pour s'asseoir aux pieds de Madame Blavatsky, Il allait devenir le chef de l'une des deux sociétés théosophiques allemandes. L'autre était dirigée par Rudolf Steiner, fondateur de l'anthroposophie, et alors qu'il dirigeait une société théosophique, il a aussi rejoint la société List, suivant un homme nommé Guido von List. Ce sont des racistes ariens, ce sont des racistes antisémites. Et peu de temps avant de rejoindre cette société, il a été l'un des 3 fondateurs de l'Ordo Templi Orientis qu'Aleister Crowley reprendra. Et d'où les idées de la scientologie apparaîtront. Donc, une ligne passe par Crowley jusqu'à la scientologie, l'autre ligne passe par la société List jusqu'à la Thule-Gesellschaft, le groupe de tournée. Et là, nous trouvons les fondateurs du parti nazi. Um, Hans Frank Rudolf Hess, um, Dieter Eckhart. Et ils sont littéralement, vous savez, des membres du groupe Thule, qui est une société occulte allemande, et les fondateurs du parti nazi. Tous les fondateurs du parti nazi appartiennent, vous savez, à la périphérie de ce groupe. Hitler est recruté très peu de temps après. J'ai une mineure en études hébraïques et juives, ce qui équivaut surtout à une mineure sur l'Holocauste et le Troisième Reich. Et vous savez, je connais beaucoup de choses sur la Seconde Guerre mondiale, sur le parti nazi, sur la structure, vous savez, de l'Europe occidentale. C'est quelque chose dont je n'avais jamais entendu parler ou auquel je n'avais jamais pensé. Et vous savez, parmi toutes les choses dont on parle quand on évoque la folie et la brutalité insensée du parti nazi, il ne nous vient jamais à l'esprit d'examiner certaines de ces bases des systèmes de croyances qui ont formé, encore une fois, un parti qui a transformé le monde et déclenché une guerre mondiale. C'est stupéfiant pour moi. C'est surprenant. Je veux dire, les historiens, et j'ai discuté avec des historiens au fil du temps, ils diront que la magie est absurde et donc sans importance. Mais je pense que les croyances des gens comptent, absurdes ou non. Donc, Heinrich Himmler avait une table ronde au château de Weibelsberg, son château, où il formait les officiers SS, et il était le chef de la SS. Il formait les officiers SS au yoga, à la méditation et à des cérémonies occultes. Il possède aussi une table ronde attendant le retour du roi Arthur et des chevaliers du Saint Graal. Et vous vous dites, ce sont des histoires inventées, ce sont des récits créés par Chrétien de Troyes à partir de Geoffroy de Monmouth. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression de, vous savez, défendre Himmler, ce qui n'est pas du tout ce que je veux dire. Mais évidemment, les gens ont le droit d'avoir des croyances parallèles. Je m'en fiche un peu, vraiment, ça ne m'importe pas tant que ça, dans ce sens-là. Le moment où on doit vraiment s'en soucier, c'est quand ces croyances extérieures deviennent en fait une partie des politiques principales du parti nazi, n'est-ce pas? Parce qu'on pourrait se dire, genre, oh, il pourrait croire aux fées et à la poussière d'ange, mais en quoi ça m'affecte? Mais ce dont nous parlons, et ce sur quoi tu as étudié et travaillé pendant des décennies, c'est que ça compte vraiment. Et beaucoup de ces choses qu'on aime mettre de côté comme étant marginales, en disant que c'est une conspiration, et oh, l'Église de Scientologie est en colère contre vous parce que c'est ce que vous dites. Le fait est qu'il y a une origine qui s'est retrouvée non seulement dans l'idéologie nazie et la mise en œuvre du meurtre de dizaines de millions de personnes, mais en plus, cette branche distincte de la même racine occulte s'est infiltrée dans une énorme partie de l'histoire américaine du XXe siècle et a façonné non seulement l'Église de Scientologie, mais aussi notre façon de voir la croyance, notre façon de déterminer qui mérite d'aider quelqu'un. Et ce qui détermine la santé mentale, ça semble incroyablement important. Et c'est là que l'occulte n'est pas seulement réservé aux marges d'Internet.
C'est toujours valable, ça fonctionne encore dans notre société. Ce n'est pas si caché que ça. La grande majorité des gens croient au surnaturel. Une enquête menée auprès des athées dans les années 90 a révélé que, bien qu'ils ne croient pas en Dieu, 80% d'entre eux croyaient à la magie et au surnaturel. C'est donc notre inclination de croire en de telles choses. Et vous savez, ma proposition fondamentale pour ce livre, on l'attribue à Voltaire, mais il ne l'a en fait jamais dit. Mais des croyances absurdes peuvent mener à des comportements atroces. Si Himmler, le chef d'1 250 000 soldats, la SS, si Himmler n'avait pas cru ce qu'il croyait, alors il n'aurait pas ordonné à la SS de tuer 30 millions de Slaves pendant Barbarossa et aucune distinction n'a été faite. Himmler a dit « Ce sont des judéo-bolcheviques, c'est la même chose ». Donc 27 millions de Slaves ont effectivement été tués. Et quand vous mentionnez que le yoga et la méditation faisaient partie d'une sorte d'entraînement et d'endoctrinement des soldats SS tels que nous les connaissons, vous savez, ce qui me vient à l'esprit, c'est que beaucoup de gens ne veulent pas en parler, mais ils évoquent quand même les choses que les soldats devaient faire pour accomplir ce qu'ils ont fait. Et l'administration de drogue est l'une des choses dont les gens parlent. Des amphétamines? Oui, l'utilisation d'amphétamines. Et vous savez, c'est un peu comme ce genre de choses. Et chaque fois que j'en entendais parler, j'étais toujours là à me dire, c'est dégoûtant, je n'ai pas envie d'y penser. Ce n'est pas vraiment un sujet abordé dans les discussions académiques historiques, cependant ça fait partie de la conversation académique et c'est important pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire laver le cerveau des gens, qu'est-ce que ça signifie de créer un environnement où l'on administre à quelqu'un des techniques hypnotiques en plus des amphétamines pour voir ce qu'on peut lui faire faire. Et je n'absous aucun soldat nazi ni aucun soldat SS de leur responsabilité. Ce n'est pas de ça dont je parle, mais c'est ainsi que l'on structure une machine à tuer, n'est-ce pas? Et quand on pense aux similitudes dans l'utilisation des amphétamines par Hubbard dès le début dans les techniques de contrôle mental, même sur son propre enfant, n'est-ce pas? Quand on pense à ce qui se passe dans ces situations, on voit les gens sont très faciles à contrôler. Quand on utilise des techniques d'hypnose, quand on utilise des drogues pour modifier la physiologie, c'est comme ça qu'on contrôle un peuple, ce qui est ironique parce que l'un des principaux arguments de la scientologie, c'est qu'ils ne croient pas en la psychiatrie, ils ne croient pas aux médicaments, n'est-ce pas? Parlez un peu de cet aspect de la manipulation mentale et de l'utilisation de drogue, à la fois dans le parti nazi et aussi dans la scientologie. Oui, je pense que l'exemple le plus simple est celui qui est complètement ignoré. J'ai formulé diverses critiques à propos de la pleine conscience au fil des années. Je ne suis pas contre la méditation, mais je m'oppose à son usage sans comprendre qu'elle peut entraîner des expériences traumatisantes, voire provoquer des épisodes psychotiques chez des personnes auparavant sans problème. Et il y a quelques années, de nouveaux scientifiques dans ce pays ne cessaient de vanter à quel point la pleine conscience était formidable. Et j'ai lu la littérature, il n'y avait aucune étude scientifique qui soutenait ça. Je suis allée voir les études même dont ils parlaient, et elles n'ont pas été publiées. J'ai écrit 4 lettres à cette période, mais aucune n'a été publiée. Leur point essentiel était simple. Après la restauration Meiji au Japon en 1858, les écoles zen étaient très déterminées à obtenir des faveurs. Donc les écoles Obako, Soto et Rinzai ont toutes enseigné à l'armée impériale. Depuis la Seconde Guerre mondiale, toutes les écoles zen se sont excusées d'avoir enseigné la méditation, le zazen, qui est exactement le processus de pleine conscience, à toute l'armée impériale. Quand on regarde le massacre de Nankin, le plus grand massacre de civils depuis Gengis Khan, 400 000 civils tués, c'est un nombre immense. Le maître zen du général qui a ordonné ça lui a écrit et a dit « Bien joué, tu as apporté le véritable bouddhisme en Chine à travers ce massacre. » Nous devons comprendre que ces techniques peuvent être utilisées de manière très nuisible pour rendre les gens obéissants. John, vous êtes un peu rabat-joie en ce qui concerne la méditation. Eh bien, je pense qu'il faut qu'on analyse un peu tout ça, parce que ces outils, ces techniques, ces approches de la vie ont aussi créé énormément de paix.
Il y a des gens qui ont trouvé un profond changement dans leur capacité à éliminer la colère, à éliminer la dépression, à traverser le deuil. Permettez-vous d'apprendre à gérer vos émotions alors qu'autrefois vous auriez peut-être utilisé l'alcool ou la drogue pour vous distraire. Et donc, vous savez, on n'entend pas parler de l'aspect du contrôle ou de l'utilisation de ça par les soldats nazis. Vous pouvez imaginer le titre de cet épisode, Les soldats nazis faisaient du yoga. Mais à chaque coin de rue, il y a un studio de yoga où les gens vont pour essayer de trouver une sorte de paix intérieure. Est-ce qu'on peut analyser un peu ça pour voir où ça dérape et comment on peut éviter de rejeter des activités et des pratiques que des gens partout dans le monde ont utilisées et utilisent encore aujourd'hui pour se sentir mieux, d'une manière qui n'a pas un aspect de contrôle manipulateur derrière? Eh bien, il s'agit de la responsabilité de l'individu et de la responsabilité de l'enseignant. Si on parle de yoga, du hot yoga par exemple, le scandale qui a éclaté autour de ça, le Kundalini yoga, le terrible scandale qui a éclaté autour de ça, parce que c'est une méthode complètement néfaste et inventée. Et maintenant, on voit beaucoup de gens sur Internet se plaindre des problèmes qu'ils ont à la suite de leur appartenance à ces groupes. Le premier point soulevé par Krishnamurti, Messie des théosophes, qui a affirmé « Je ne suis pas le Messie, je suis un très vilain garçon ». Krishnamurti a dit très simplement « Ne rejoignez rien ». Et les membres de la société Krishnamurti ont répondu « Ne rejoignez rien ». Vous pouvez les voir assis là, à l'écouter. C'est un point tout à fait valable. N'appartenez pas à un groupe, ne cédez pas votre propre volonté à un groupe. Soyez toujours sceptique, ayez un scepticisme sain, pas un scepticisme cynique, et mettez à l'épreuve ce qui est dit. Les bienfaits de la méditation. Il existe un livre intitulé « La pilule du Bouddha » qui a été coécrit par un professeur de l'université d'Oxford, l'auteur de Miguel Farias, qui est le rédacteur en chef de l'Oxford Handbook of Meditation. C'est un méditant de pleine conscience. Il y adhère vraiment. Il a dit qu'il avait demandé à ses étudiants diplômés d'examiner des études sur la méditation. Et ils ont trouvé 3000 études, dont je crois que 32 étaient considérées comme scientifiquement valides. Donc, nous devons utiliser la méthode scientifique, nous devons faire très attention à ce que les expériences soient utiles. Par exemple, j'ai récemment lu que la méditation transcendantale est formidable. Et ils avaient, par erreur, examiné les expériences de Herbert Benson. Maintenant, Benson a mené les expériences qui ont rendu la MT célèbre comme moyen de vous calmer et de vous faire sentir mieux. Et il leur a dit « Dites-moi quel est le mantra » et il ne voulait pas lui dire quel était le mantra. Il a donc mené une expérience parallèle où, au lieu d'utiliser un nom de démon ou de divinité comme dans la MT, il disait juste « 1 ». Il a constaté que les résultats étaient identiques. Donc, démystifier ça et se pencher, vraiment se pencher sur les neurosciences, ce qui se passe réellement quand on médite, et dans quelle mesure est-ce utile? Peut-on en faire trop? En enquêtant sur la MT en 1991, on m'a demandé d'écrire un livre, mais j'ai refusé après 6 mois. J'ai interviewé des personnes qui méditaient 12 heures par jour, négligeaient leurs enfants et faisaient faillite faute d'activité. Il s'agit donc d'avoir sa propre autonomie, d'avoir le contrôle en soi-même et d'être capable d'aller parler des choses et de les examiner. Et de ne pas prendre position, ce que je fais probablement en ce moment, mais de ne pas prendre position. Sans employer un terme de la scientologie, c'est une question d'intention car nous connaissons un peu la science du cerveau. Et des personnes comme Bruce Lipton et évidemment des personnes comme Joe Dispenza, vous savez, ils parlent en quelque sorte des transformations cellulaires qui se produisent lorsque vous manifestez, n'est-ce pas? Mais ce que nous savons, c'est que lorsque vous croyez que quelque chose a de la valeur, vous pouvez vous apporter de la santé, vous pouvez apporter de la positivité, de la même manière que lorsque vous êtes dans un espace sacré que beaucoup de gens considèrent comme sacré. Ce n'est pas forcément qu'il y a quelque chose de saint, de mystique ou d'autre dans l'endroit. Lorsque nous attribuons une signification à un lieu et que nous posons l'intention que ça crée du sens, c'est ce qui se passe. Nous créons un état physiologique dans lequel nous avons plus de chances de guérir, d'aimer, d'être ouverte, n'est-ce pas, d'avoir cette ouverture.
Donc, beaucoup de cela pour moi et beaucoup de religions, franchement, c'est la manipulation, n'est-ce pas, d'un système naturel qui veut appartenir, qui veut être aimé, qui veut être pris en charge. Je n'ai aucun problème avec ça. Le problème que j'ai, c'est quand ce système physiologique et psychologique est manipulé de façon à prétendre qu'il existe une race supérieure, ou qu'on devrait tuer des gens au nom de faire avancer ça, ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous si vous ne croyez pas ce que tout le monde croit, et donc nous allons vous excommunier. Absolument. Et il y a des endroits, je veux dire, en allant à la Mosquée Bleue à Istanbul, on y entre et c'est incroyable, c'est magnifique. Entrer dans une cathédrale gothique, des espaces qui ont été conçus pour nous offrir des expériences transcendantes, écouter une symphonie de Mahler. Vous savez, on est transporté et je pense, vous savez, je suis peintre, vous, je suis musicien, je suis écrivain. Je suis très intéressée. James Joyce a dit qu'il existe 3 types d'art. Il existe l'art qui repousse, didactique, qui cherche à enseigner, comme le conceptualisme moderne, et l'art qui attire, qu'on souhaite posséder. Et il appelait ça pornographique. Et puis, il y a l'art qui fait que vous ne pouvez plus bouger. Vous restez figé. Et ça, il l'appelait transcendant, et j'accepte ça. J'accepte qu'il y ait une spiritualité, si vous aimez ça, qu'il y ait des expériences positives, significatives. Le problème, c'est quand les gens commencent à les vendre, quand les gens commencent à mettre de l'argent dessus et qu'ils exigent du pouvoir sur vous. J'ai fait quelques vidéos avec un gars qui s'appelle Ufald sur l'émerveillement. C'est un très bon ami à moi. C'est sur ma chaîne, il y a plusieurs vidéos. Et sa thèse de doctorat, qu'il a faite à Tel Aviv, portait sur l'évolution de l'émerveillement chez les êtres humains et sur la façon dont l'émerveillement et la croyance peuvent être manipulés, comment la ferveur peut être manipulée. Et il a fait un travail phénoménal et pionnier pour comprendre comment, une fois que vous avez créé un état d'émerveillement chez quelqu'un, donc si je prends quelqu'un dans la rue qui n'a jamais médité, je le fais s'asseoir, je lui demande de regarder un mur, et il vit une expérience de béatitude. Il va alors me faire confiance en tant que gourou, il va alors me faire confiance en tant qu'enseignant. Que vous avez imprimé sur eux, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est la base de toute bonne relation amoureuse et aussi la base de toute relation amoureuse abusive. C'est la base de toute relation de dépendance que vous pourriez avoir, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est ça. John, vous avez été attaqué par l'Église de Scientologie. Pouvez-vous parler un peu de certaines des attaques que vous avez subies et des dangers auxquels vous avez été exposé? Oui, enfin, j'ai eu 12 ans après mon départ où j'ai simplement fait face. Un critique de la scientologie, Arnie Lermer, est apparu plus tard. Et il a dit, avant Internet et la sécurité du nombre, il y avait John Attack et il y avait 2 ou 3 autres personnes, mais nous n'étions pas nombreux. Alors ils m'ont fait suivre par des détectives privés. Un détective privé appelé Eugene Ingram a parcouru le monde. Il est allé en Australie pour trouver quelqu'un qui m'aurait connu et voir s'il pouvait rassembler un peu de propagande, quelques commérages malveillants à mon sujet. Alors, ils ont allégué que j'étais un violeur, que j'avais tenté de commettre un meurtre, que j'étais un trafiquant de drogue. Ces choses ont été imprimées et distribuées dans chaque boîte aux lettres à East Grinstead, où je vivais alors. Ainsi, des milliers d'exemplaires ont été diffusés. Des gens défilaient avec des pancartes devant chez moi. Ils ont essayé de détruire votre vie. Absolument. Ma maison a été cambriolée, des choses ont été volées, j'ai été dénoncée à la police. Un jour, je me suis réveillée et j'ai trouvé les services sociaux chez moi, prêts à emmener ma fille de 4 ans, parce qu'un scientologue leur avait dit que je la maltraitais. C'est une tactique typique. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont reçu cette accusation. Vos billets d'avion pourraient être annulés, vos réservations d'hôtel pourraient être annulées, et des gens viendront. Des gens venaient frapper chez moi à 23 heures juste pour me crier dessus. Ce type m'a dit, en s'excusant, qu'après avoir quitté la scientologie, on leur avait dit que chaque fois qu'ils prenaient un taxi à East Grinstead, où je vivais toujours et où se trouve le siège, et il a dit que chaque fois qu'il prenait un taxi, il devait mentionner mon nom très fort et dire à quel point je suis une mauvaise personne. Vous voyez, c'est pathétique. Heureusement, maintenant, comme il y a des milliers de personnes qui critiquent la scientologie, ils ont moins d'énergie et ce n'est plus central dans ce que je fais. Ce livre parle justement de la scientologie.
Mais mon travail porte principalement sur un sens beaucoup plus large des groupes autoritaires et sur la façon d'aider les gens à surmonter la propagande et les mauvaises façons de penser. Pourquoi êtes-vous si dangereux? Pourquoi l'Église vous juge-t-elle si dangereux? Je montre les choses, vous savez, avec vendons à ces gens un morceau de ciel bleu. Affichons ça à l'écran. Voilà, jusqu'à présent, le seul essai d'une histoire de la scientologie. Je suis surpris qu'aucun universitaire ne s'y soit intéressé, alors que certains ont écrit des choses absurdes. Mais il y a 150 personnes citées dans ce livre, 150 sources. Le premier livre où j'ai été mentionné est Religion Incorporated de Stuart Lamont, qui a interviewé 5 personnes pour l'écrire. Donc il y a 150 personnes là-dedans. Mais plus de la moitié du texte vient de Ron Hubbard, donc le problème que je pose à la scientologie, c'est que je cite Ron Hubbard, où il dit qu'il était accro au barbiturique, où il conseille l'utilisation d'amphétamines et où il dit « Ne vous défendez jamais, attaquez toujours. Vous savez, trouver ou fabriquer suffisamment de menaces contre quelqu'un qui s'oppose à nous. » Donc, je suis dangereux pour eux parce que je montre qui ils sont et ce qu'ils croient, et c'est aussi très important pour moi. On m'a traité d'anti-scientologue et je pense que je suis le plus grand pro-scientologue du monde. Tout mon travail a été, vous savez, ce livre a été écrit pour aider les gens à se remettre de la scientologie en comprenant ce que c'est réellement. Je pense qu'on devrait aussi aborder l'idée, vous savez, des idées ridicules. Et chaque personne qui a changé le monde a eu une idée ridicule. Est-ce une idée qui a été ridiculisée? Le ridicule dépend du point de vue de chacun, non? Mais c'est quelque chose que vous avez dit un peu plus tôt dans le podcast, comme ces notions que, par exemple, ça pourrait être de rassembler des milliers d'âmes et de les amener ici depuis l'autre bout de la galaxie. Et tout ce récit me semble en dehors de ce que je serais à l'aise de croire. Et pourtant, certaines personnes diraient que c'est inconfortable de penser que nous avons une âme, de penser que nous avons un soi supérieur, de penser qu'on peut changer notre état mental si on ferme les yeux et modifie sa respiration. Et c'est tellement ridicule ce spectre où, vous savez, les gens commencent à avancer petit à petit et donc c'est un peu, vous voyez, je veux m'assurer que les gens sont en sécurité et qu'ils ne cèdent jamais leur pouvoir et leur contrôle. Ainsi que de ne pas se limiter au point de croire que seule la réalité matérielle et leur expérience actuelle sont tout ce qui existe, et qu'ils sont tellement limités qu'ils ne peuvent pas changer ni imaginer quelque chose de meilleur pour eux-mêmes. Oui, et c'est une question de définition. Il y a des gens qui, vous savez, trouveraient ridicule de dire qu'il y a 80 milliards de neurones de 3200 types différents expérimentant des neuropeptides, de la sérotonine, de la dopamine et tout ce que vous voulez. Et c'est ce que nous vivons. Il y a des gens qui nient absolument ça. En fait, la majorité des êtres humains le nient probablement. C'est la façon dont nous intégrons ça dans notre pensée et disons, eh bien oui, c'est bien, je suis un assemblage. Vous savez, penser au soi humain, bien sûr, l'idée bouddhiste d'anatta, il n'y a pas de soi. Et nous constatons que physiologiquement et psychologiquement, nous sommes des composants. Nous avons des bactéries mitochondriales dans presque toutes nos cellules avec lesquelles nous avons évolué. Maintenant, ça me sidère, cette symbiose. Nous ne pouvons pas vivre sans cette bactérie. Nous avons plus de cellules bactériennes que humaines dans notre corps car elles sont très petites. Nous avons aussi le microbiome dans la plus grande partie de l'intestin, que nous connaissons bien, et le microbiome dans l'intestin grêle, que nous connaissons très peu. L'an dernier, ils ont découvert le microbiome cérébral après avoir évoqué la barrière hémato-encéphalique et la protection contre champignons et virus. Notre vision de ce que nous sommes, chaque être humain, c'est une communauté de milliards de créatures. Maintenant, qu'est-ce qui nous fait penser ce que nous pensons? Pas des tétans corporels, espérons-le, mais il y a cette illusion, cette idée d'un soi, ce que le bouddhisme, il y a 2500 ans, a nié. Ce ne sont peut-être pas des tétans corporels, mais ce sont peut-être des millions et des millions de bactéries qui viennent de la poussière d'une étoile. Je pense que c'est ce qui se passe. Je ne dirais pas que c'est déroutant car je suis scientifique et croyante. Je ne suis pas confuse, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il y a eu, au fil de l'histoire, des façons pour les gens d'apporter leurs propres révélations personnelles, croyances, rêves, prophéties,
dans une structure de croyance religieuse ou spirituelle. Bien sûr, mais il y a une limite que nous devons fixer. Et j'ai l'impression que c'est là que ça devient un peu louche, vous voyez? Et je pense à cette femme, vous voyez, qui s'aventurait là où seuls les hommes pouvaient aller au XIXe siècle, vous voyez. Cette femme était considérée, comme vous l'avez dit, comme l'une des femmes les plus instruites et cultivées de son époque, une personne unique au monde. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a combiné des choses en lesquelles elle croyait et auxquelles elle faisait confiance avec ce qui est ensuite devenu des choses déformées et répugnantes. N'est-ce pas? Genre, est-ce que c'est là que, vous savez, tous nos dirigeants, tous nos gourous, n'est-ce pas? Est-ce que c'est là que tout le monde peut, en théorie, se tromper? L'autre chose dont je voulais parler, c'est que rien de tout ça n'aurait vraiment été possible à l'ère d'Internet. C'est ce que j'aimerais croire. J'aimerais croire que si Internet existait, vous voyez, on irait bien. Parce que ce serait tellement évident que c'est n'importe quoi, que c'est frauduleux, on pourrait faire une expérience. Cependant, Jean, c'est là que j'aimerais que vous nous expliquiez comment nous vivons à l'ère de l'information. Tout est disponible pour les gens quasiment tout le temps. Il y a un merveilleux trésor d'informations gratuites qui flotte là-dehors. Mais, et l'occulte, le surnaturel dans la déformation, n'est-ce pas, d'autres façons de comprendre l'univers est toujours présent. Et ça se diffuse via Internet, qui devrait être une source nous permettant de démystifier les choses qui n'ont pas de sens. Je ne suis pas sûr que ce soit logique, mais Jean me suit. Pouvez-vous parler un peu de l'ère de l'information dans laquelle nous vivons et expliquer comment ce genre d'information continue malgré tout à persister? Et nous savons qu'avec QAnon, nous savons que tant d'idées dangereuses, d'antisémitisme, de racisme, toutes ces choses sont maintenant activement diffusées. Où l'occultisme est-il encore présent et comment Internet contribue-t-il à sa prolifération? Eh bien, c'est une bonne question. Nous vivons à l'ère de l'information, de la désinformation et de la mésinformation. Et encore une fois, j'ai récemment Euh, publié, il y a quelques années, Steve et moi avons écrit un chapitre dans un livre intitulé Le terrorisme des acteurs solitaires pour Oxford University Press. Et ce que nous constatons, c'est que de plus en plus de groupes sectaires, de groupes autoritaires recrutent sur Internet. Ce n'est plus aller sur les campus ou dans les cafétérias. C'est, vous savez, on peut vanter cette chose. Donc, il y a des gens que je trouve franchement louches. Stéphane Molineux a été l'un des premiers avec son concept de défouing. L'idée que tout ce que vous aviez à faire, c'était de ne plus jamais avoir affaire à votre propre famille pour le reste de votre vie et que tout irait bien. Quelle idée méprisable. Et quand vous avez parlé avec les parents d'enfants qui ont disparu parce qu'ils avaient vu Stéphane Molineux, ensuite vous avez des influenceurs comme Jordan Peterson, euh, que je considère comme un imbécile. Tout simplement, vous savez, ces 12 choses saines à faire pour être en vie. Ne jamais mentir est l'un de ces conseils. Donc, tu es en train de dire, donc j'appelle la Gestapo pour leur dire qu'Anne Frank vit dans mon grenier parce que je ne dois jamais mentir. Parfois, c'est la chose éthique et appropriée à faire que de distraire la Gestapo. Si je vous demande, John, si ce pull me grossit, je veux que vous me mentiez. Vous êtes superbe dans ce pull. Que voulez-vous que je dise, Mayim? Ravissante. En quoi est-ce mal, franchement? Comme on dit, la Grèce est une question féministe. Et il y a ceux d'entre nous qui préfèrent un peu de chair sur les os. Donc voilà. N'importe qui peut produire n'importe quoi. Et donc, on se retrouve avec ces idées absolument ridicules qui sont avancées. Vous savez, les frères Tate, ces personnes méprisables et maléfiques. Et pourtant, ils ont été relâchés, ils ont été lâchés dans le monde. Et ils ont créé des adeptes. Encore une fois, Steve et moi avons écrit un chapitre sur les incels. Euh, Et Dylan Ruth et diverses personnes qui ont adopté leurs croyances sur Internet.
Et le problème, c'est comment apprendre aux gens à penser de façon rationnelle. Et en dessous de ça, avant même d'enseigner la pensée critique, qui est une expression dont je ne suis pas vraiment sûre qu'elle nous soit utile, mais plutôt la logique du raisonnement. Avant de pouvoir enseigner ça, il faut montrer aux gens comment ils peuvent être manipulés, comment leurs émotions peuvent être utilisées pour surpasser leur raisonnement. Et je vais me faire un peu de publicité ici. Voici le livre que j'ai écrit sur ce sujet, Ouvrir nos esprits. Et mon ami Ira Chalaf, qui est un homme brillant et qui nous a apporté le leadership courageux et la désobéissance intelligente, a dit « Chaque diplômé du lycée devrait recevoir ce livre ». Ça ne fait pas partie de notre éducation. Comment raisonner, comment créer des relations, comment communiquer, comment comprendre les fausses informations et la propagande. J'ai tenté de créer un cours sur ça, mais je n'ai pas obtenu de financement. N'est-ce pas une idée incroyable? Choquant, oui. Je cherche comment l'annuler. Et ça consiste vraiment à apprendre aux gens à mieux réfléchir, à penser par eux-mêmes. Ce qui motive les gens, c'est d'abord, je pense, qu'il y a une règle fondamentale en mettant de côté toutes les autres règles, et c'est que nous devrions avoir de la compassion pour toute l'humanité. Je commence par là. Et tout ce qui nous demande de haïr d'autres personnes, tout ce qui incite à la haine envers un groupe quelconque, l'islamophobie, l'antisémitisme, le racisme, les préjugés contre les femmes, les préjugés contre les hommes, tout ce qui est la culpabilité blanche, tout ce qui dit que tu dois faire ceci et que tu dois haïr quelqu'un ou que tu dois te minimiser et t'excuser. Mon voisin d'à côté avait un bricoleur qui faisait des travaux il y a quelques années, et nous parlions des minorités, et il m'a juste regardé et a dit « Je suis une minorité à moi tout seul ». C'est vrai, en fait, c'est un bon point. Chacun de nous est une minorité à lui tout seul. Regardons une idée fondamentale qui est d'être compatissant envers notre espèce. Comprenons que nous ne sommes qu'une seule race, que nous descendons tous de personnes noires, y compris tous les Aryens parmi nous, et que nous devons faire preuve d'un peu d'humilité. J'essaye de travailler dessus, mais je n'y arrive pas encore bien. Et nous devons comprendre que les symbiotes, les autres espèces dont nous dépendons, doivent être là pour que nous puissions faire ce que nous faisons. Je pense que c'est surtout une question d'état d'esprit, plus que de parler de Jordan Peterson ou des frères Tate. Il y a des individus dangereux qui nous demandent de les suivre. Et devenir son propre gourou, devenir son propre enseignant, grandir, mûrir, vous savez, regarder. Des personnes comme Eric Fromm et ses idées restent, selon moi, essentielles aujourd'hui. Viktor Frankl, à la recherche de sens, l'idée que toute la vie consiste à trouver un sens. Il ne s'agit pas du désir narcissique de vivre éternellement, qui semble être essentiel aux religions traditionnelles. Il s'agit de comprendre que nous faisons partie de l'humanité et qu'en apportant quelque chose à l'humanité, nous faisons le bien. Et nous pouvons en fait mener des vies confortables, nous pouvons en fait être satisfaits de nos vies plutôt que de chercher désespérément. Je dis ça en tant que personne qui a été bouddhiste pendant 40 ans et qui n'a plus cette croyance. Nous parlons beaucoup ici de choses sur lesquelles je ne m'attends pas à ce que vous soyez un expert ou même que vous ayez un avis. Mais Jonathan et moi, nous avons l'occasion de parler à des personnes qui entendent des voix en dehors de diagnostics psychotiques ou schizophréniques. Nous avons parlé à des personnes qui ont eu des éveils spirituels spontanés qui persistent toute leur vie. Nous avons parlé à des personnes qui ont été déclarées mortes sur la table d'opération à l'hôpital, qui sont revenues avec des informations habituellement réservées aux yogis et aux physiciens quantiques. Nous avons parlé à des personnes qui affirment avoir accès à des informations en dehors du plan physique. Que cela signifie regarder un animal et être capable d'intuiter ce dont il a besoin, ou regarder une personne et être capable de voir dans son passé. Nous avons parlé à des personnes croyant aux vies antérieures, voyant des anges ou suivis de faisceaux de lumière, et qui ont du mal à fonctionner dans le monde ordinaire à cause de certaines de leurs capacités, n'est-ce pas, ou de leurs capacités perçues. Comment distingue-t-on cela de l'occulte ? Parce que beaucoup de choses qui se produisent dans l'occulte présentent des similitudes avec des expériences que la science est aujourd'hui capable de documenter.
Nous sommes capables d'utiliser l'imagerie cérébrale, nous utilisons l'électroencéphalographie pour essayer d'observer littéralement les différentes fréquences. Nous savons qu'il existe des choses que nous ne pouvons pas voir. Comment distinguons-nous le phénomène PSI, la perception extrasensorielle, les potentielles capacités psychiques et l'occulte? L'occulte n'est pas forcément quelque chose de négatif ou de mauvais. C'est un terme qui se rapporte au surnaturel. Euh, Mon ami Josie Mart parle de l'occulture euh, et je pense qu'il faut faire attention à bien différencier les deux. euh, Le travail qu'a fait Harry Houdini avec les spirites, et il s'est avéré qu'il avait raison. Ainsi, lorsque Arthur Conan Doyle, l'auteur des histoires de Sherlock Holmes, lui a présenté euh, une déclaration écrite par l'épouse de Conan Doyle, reçue comme message médiumnique de la mère de Harry Houdini, sa mère décédée, Houdini voulait vraiment y croire, mais il a dit qu'il y avait deux problèmes importants. D'abord, il y avait une croix dessus alors qu'elle était juive. Ensuite, c'était écrit en anglais, langue qu'elle n'a jamais parlée. Et c'est ce qui a poussé Houdini à explorer et à enquêter sur les phénomènes psychiques. Donc je pense que ça a été très précieux. Je pense aussi au travail de James Randi, qui a pu très facilement tromper des gens qui voulaient croire. C'est valable, comme le travail récent de Darren Brown, dans le même esprit. Ça ne veut pas dire « je suis agnostique, je ne m'attache à aucune position ». Il y a tellement de choses qui dépassent ma compréhension. L'année dernière, le télescope James Webb nous a appris qu'il existe 780 000 galaxies qu'il pouvait observer, 780 000, chacune contenant en moyenne 100 milliards d'étoiles. Notre Soleil n'est qu'une toute petite étoile. je veux dire, ça paraît fou, non? La vérité peut sembler folle. Oui, absolument. Et donc, je pense qu'on doit rester ouvert à... Vous savez, je suis aussi un grand admirateur du travail de Joseph Campbell et de l'idée d'interpréter la mythologie. Je ne suis pas un grand fan de Carl Gustav Jung, qui est pourtant ce qui l'a inspiré dans son travail. Je pense que Jung était un charlatan. C'est une toute autre histoire. Expliquez pourquoi Jung était un charlatan. Donnez-nous un aperçu. Eh bien, regardez le livre rouge qui a été caché jusqu'aux années 1990 que personne n'a vu, et on a Jung là, décrivant sa propre descente dans la folie. Pendant des années, tout en soignant des patients, il entretenait aussi des relations sexuelles avec ses patientes. Et je pense que ce n'est pas acceptable. Et je le mentionne dans ce livre, il y a des gens qui vérifient les choses en fonction de leur propre imagination. Oh, ça me semble juste, donc ça doit être vrai. Et Carl Gustav Jung, pour moi, est ce genre de personne. Ce n'est pas quelqu'un qui a mené une enquête scientifique, pas plus que Freud d'ailleurs. Freud n'a jamais suivi une seule minute de thérapie analytique lui-même. Voilà à quel point il croyait aux vertus de la psychanalyse. Il y a eu des personnes qui ont créé une immense communauté de disciples et un culte s'est formé autour de chacun d'eux, qui reste encore aujourd'hui très bruyant. Lorsque Geoffrey Matson a écrit sur la théorie de la séduction, après avoir enquêté sur les archives de Freud, il a été cloué au pilori par les freudiens du monde entier, au point qu'il a décidé de ne plus jamais dire un mot sur Freud. C'est mal, c'est tout simplement mal. N'est-ce pas utiliser le mot culte un peu trop librement? Je veux dire, les grands penseurs ont des disciples, Freud avait un groupe de fidèles, donc je veux dire, c'est culte avec un C minuscule. Non, je pense que le mot culte a été galvaudé par les universitaires, surtout les sociologues, depuis les années 70. Le mot, la définition du mot culte dans le dictionnaire, ainsi que les mots culture et cultivation, viennent de la même racine. Ils sont apparentés. La définition du dictionnaire est suivre une dévotion envers un leader ou un enseignement, donc le culte de Jésus serait le christianisme. Mais j'utilise le mot dans un sens péjoratif quand je parle de Freud. Je pense que Freud et Jung ont fait beaucoup de mal. Ils ont amené les gens à croire des choses qui sont fausses et qu'eux-mêmes n'avaient pas prouvées, tout en prétendant être des scientifiques, de la même manière qu'L. Ron Hubbard l'a fait. Donc, et je ne suis pas du tout convaincue. Après avoir parlé avec des psychanalystes, leurs patients et des alissants, je ne suis pas du tout convaincue de l'utilité de passer 5 ou 8 ans à voir un analyste freudien 3 fois par semaine. C'est beaucoup d'argent et c'est pour vous raconter une histoire, c'est pour vous plonger dans la mythologie. Ce qui nous ramène à Joseph Campbell,
une transition toute trouvée. Campbell a dit, eh bien, la mythologie n'est pas de l'histoire, c'est de la psychologie. À partir de ces histoires, nous pouvons, et je pense que c'est ce que beaucoup de grands enseignants voulaient dire, vous savez, j'ai fait ma propre traduction du Tao Te Ching de Lao Tzu, parce que depuis que je l'ai lu à 17 ans, c'est devenu, eh bien, cette merveilleuse compréhension de la vie et de notre fonctionnement. Et je pense que l'approche des philosophes taoïstes, les fondateurs du taoïsme, Jiang Tzu, Lao Tzu et le Neye, qui est un texte moins connu qui les précède, ce sont des gens à l'esprit scientifique. Je pense que le Bouddha l'était aussi. Ils essayent de dire, eh bien, qu'est-ce qui est réellement? Donc, ce qui en a découlé, c'est l'endaoïsme et les sectes bouddhistes. J'ai beaucoup de mal avec ça. Il ne me semble pas que ce soit cohérent avec les enseignements originaux. Mais il faut garder la curiosité et ne pas fermer notre esprit à quoi que ce soit et se dire qu'il pourrait y avoir une autre interprétation de ça. Comme Frazier, auteur du Rameau d'or, l'a dit, je le cite dans le livre et vais paraphraser, ne me souvenant pas de la citation exacte. Mais il a dit « Quand la magie est comprise, elle devient de la science, alors qu'est-ce que l'occulte ?» Un jour, quand on dira « Oh oui, maintenant on a compris comment ça fonctionne. Ce sont des ondes radio, oui, ce sont des micro-ondes. » Ça devait sembler magique quand Marconi a fait ce qu'il a fait avec les ondes radio. Et ça me semble toujours, vous savez, quand je mets un disque compact ou que je lis un MP3 ou peu importe, ça me semble toujours magique. Comment ça peut avoir un sens? Vous savez, quand je pouvais mettre un disque sur une platine et poser une aiguille dessus et que ça jouait de la musique, ça me dépasse. Qu'est-ce qui est surnaturel et qu'est-ce qui est naturel? À mesure que notre compréhension progresse, beaucoup de choses paraissant surnaturelles aujourd'hui deviendront naturelles et mieux comprises. Y a-t-il quelque chose que vous avez vu ou des liens que vous avez établis et que nous n'avons pas abordés aujourd'hui dont vous pensez que les gens devraient être conscients? Je pense que ça revient à l'idée que des croyances absurdes peuvent mener à des comportements atroces. Et donc, en ce moment, et je ne suis probablement pas censé dire ça, mais en ce moment, ce que nous voyons se passer aux États-Unis, c'est incroyable. J'ai fait une interview avec mon ami Calvin Pierce l'autre jour. Calvin est un gars incroyable. Son père, William Pierce, était le chef de la National Alliance, qui était le parti nazi américain. Il a écrit un livre magnifique intitulé « Les péchés de mon père » sur l'enfance brutale qu'il a vécue. Et Calvin, vous savez, dans la trentaine, il détestait l'humanité. Il a vraiment eu une période difficile. Et puis, il a adopté 2 bébés de Géorgie, le pays, pas l'État. Et il a appris à aimer et ça l'a transformé. Son histoire est la plus remarquable que j'ai jamais connue et c'est un privilège de le connaître. Quand les enfants ont eu 10 ans, il a dit « Je veux rendre quelque chose au pays d'où vous venez. Voulez-vous venir avec moi ?» Et ils ont dit « Non ». Alors, il est allé en Géorgie et il était constructeur. Il est constructeur. Et il a rééquipé un orphelinat. Il y avait 92 fenêtres toutes brisées. Il n'y avait pas de chauffage. Ces orphelins enduraient ce terrible hiver. Et il a ensuite dirigé 8 foyers et l'année dernière, il a déménagé en Géorgie. Et l'idée que quelqu'un ait grandi dans ce système horrible de haine et doive ensuite aller là-bas. Mais ce qui s'est passé l'année dernière, c'est que l'USAID a été coupé et donc il se retrouve à lutter pour essayer de maintenir ces endroits. Je pense que c'est ça l'important. Comment pouvons-nous aider les gens? Comment pouvons-nous faire quelque chose de positif dans le monde? Et ma place est d'expliquer que nous devons faire attention à nos croyances. Tant que je ne me soucie pas de la religion des gens, nous avons tous droit à notre propre métaphore. La mienne est probablement la plus ridicule de toutes. Donc je n'ai pas, vous savez, je suis faillible comme tout le monde. Je sais, comme je l'ai dit, que tout système qui dit de détester les autres parce qu'ils sont différents est mauvais. Je n'aime pas l'idée qu'il y ait des gens en enfer dans le christianisme, donc quand je parle aux chrétiens, je dois aborder le sujet. Parce que je ne pourrais pas être heureux au paradis en sachant que quelqu'un souffre. Ça ne correspond pas à ma façon de penser et ils me disent que je suis ridicule et voilà. On disait que l'enfer était un dispositif narratif créé pour exercer un contrôle. S'il n'y avait aucun risque de ne pas pouvoir aller dans la terre promise après la mort, alors comment feriez-vous pour amener les gens à faire ce que vous vouliez qu'ils fassent? Oui, et ça évolue.
Je veux dire, nous connaissons l'histoire des religions. Maintenant, nous pouvons examiner les origines babyloniennes des religions du Levant et voir comment elles se transforment. Donc, nous avons le mot abîme en anglais, qui est apparemment un mot sumérien. Et en dessous, la terre plate est l'endroit où vont les ombres des gens après la mort. Et dans les origines des religions du Levant, en particulier le judaïsme, il y a l'idée que c'est la vie. Après, tu ne seras qu'une ombre, tu ne seras qu'une silhouette. C'est l'endroit pour le faire et, comme vous le dites, ça a été transformé. Les religions sont réécrites, malheureusement, comme des mécanismes de contrôle, comme des moyens de faire croire les gens. Et donc, on a cette distinction entre le mysticisme, qui est l'expérience que j'ai pour moi-même, et le fait d'adorer, vous savez, et de faire ce qu'on te dit et de suivre les règles. Je veux dire, la religion consiste moins à amener les gens à croire qu'à les amener à se comporter d'une certaine façon. Oui, et en fait, le mot signifie religio, lié ensemble, comme dans ligament. Je ne veux pas discuter de politique avec vous. Je ne pense pas que ce soit utile. Cependant, il y a de nombreux aspects concernant la présentation de la vérité que beaucoup de gens trouvent déroutants. Sous l'administration actuelle, des personnes des deux camps politiques, le genre de diffusion d'informations sans vérification ou des choses que la Maison-Blanche en particulier a dû clarifier en expliquant que ce n'était en fait pas vrai et en revenant en arrière. Et ça arrive dans chaque administration. Je vais simplement le dire, tous les dirigeants politiques, ce n'est pas une exception, mais l'époque dans laquelle nous vivons semble vraiment particulière. Et je me demande si vous pouvez nous donner un peu de contexte sur certains aspects de ce qui se passe actuellement en Amérique, dont nous devrions peut-être nous inquiéter en termes d'attrait ou de croyances de type sectaire qui ne servent peut-être pas réellement le bien commun. Oui, je pense que chaque fois que nous parlons de politique, il est juste d'utiliser le mot secte, car les groupes politiques deviennent sectaires. Je me suis opposée à chaque président des États-Unis durant ma vie, donc je ne prends pas parti. Je vois d'énormes problèmes chez les dirigeants politiques partout dans le monde. De temps en temps, un politicien apparaît qui semble vraiment avoir le bien de l'humanité comme objectif, mais malheureusement, ça finit par être biaisé et la division est le problème, la séparation, l'idée que... Il y a quelques années, un ami m'a dit qu'il était patriote. J'ai dit, voyons la définition du mot. Vous aimez chercher le sens des mots. J'ai remarqué ça chez vous, Jean. Oui, c'est une philosophie fondamentale, n'est-ce pas? Nous devons d'abord nous accorder sur les termes avant de discuter. Ou, comme l'a dit Wittgenstein, c'est un jeu de langage, ce qui est un peu difficile. Mais lui, j'ai dit, d'accord, il était républicain, ça n'aurait rien changé s'il avait été démocrate. J'ai dit, eh bien, en tant que patriote, veux-tu défendre les droits des démocrates? Il a fait une pause, semblant réfléchir, puis il m'a parlé des immigrés et de son désir de s'en débarrasser. Et je suis là, tu te rends compte que, tu sais, l'achat de la Californie et souviens-toi de l'Alamo, quand l'Utah, le Nouveau-Mexique, l'Arizona et le Colorado ont été pris au Mexique, ainsi que les populations qui y vivaient. Les populations ethniques sont mexicaines et certaines d'entre elles sont là depuis plusieurs centaines d'années, de plus que la population blanche européenne, la population non espagnole, non métisse. Et ça devient très confus parce que, par exemple, les néo-nazis aux États-Unis maintenant, je discute avec un jeune homme qui est l'enfant de néo-nazis. Et son père croit en la race aryenne, sa mère est russe. Et on se dit, bah bon, si on veut parler de la race aryenne, les slaves ou esclaves, et les mots sont encore apparentés, du point de vue aryen, allemand, nazi, les slaves devaient être réduits en esclavage. Donc l'idée que si vous avez la peau blanche, vous êtes donc, vous savez, tant que vous n'êtes pas juif, vous êtes donc un aryen. Ce n'est pas vrai. Les gens s'emparent d'idées.
et les utilise pour haïr les autres. Et je pense qu'on le voit. Je pense que les dossiers Epstein l'ont vraiment montré en disant, vous savez, que le prince Andrew n'est plus un prince. Peter Mandelson a dû démissionner du Parti travailliste et quitter la Chambre des Lords. Qui, en Amérique, a fait quoi que ce soit à la suite d'avoir été nommé dans ces dossiers? Et je pense que la division que nous voyons est entre les puissants et les riches qui ont, vous savez, l'idée d'avoir des centaines de milliards de dollars. Je partage l'avis de Bernie Sanders, 1 milliard de dollars suffit, inutile d'aller plus loin. Pourquoi? Vous savez, vous avez assez d'argent pour vivre 20 vies, pourquoi devriez-vous en avoir plus? Et est-ce que vous manipulez alors le monde? L'idée qu'Elon Musk ait pu arrêter l'utilisation de Starlink en Ukraine pendant 3 jours, permettant ainsi aux Russes d'attaquer et de tuer des centaines de personnes. Qu'un milliardaire puisse décider d'écrire à Jeffrey Epstein « Je veux venir à ta fête la plus folle ». C'est ça le problème. Et je pense qu'il y a des gens de bonne volonté dans les partis républicains et démocrates et j'aimerais voir ces gens de bonne volonté aux commandes. Je suis dégoûtée par la façon dont les démocrates se sont comportés, par la faiblesse qu'ils ont montrée. Et avec, vous savez, Clinton, il y a des problèmes avec les anciens présidents. Allons-y, vous savez, prenons des risques. Je ne suis pas convaincue qu'Obama était un homme bien parce que, de mon point de vue, il a commis des crimes de guerre. Il a menti au peuple sur la façon dont Saddam Hussein a été capturé. Il n'a pas réussi à fermer Guantanamo Bay, alors qu'il avait promis de le faire dans l'année suivant son arrivée au pouvoir. Ce qui signifie que 800 personnes ont été détenues illégalement et torturées sans aucune compensation. Donc, je pense qu'il s'agit d'apporter de l'éthique en politique et de s'assurer que le gouvernement est par le peuple, pour le peuple, plutôt que pour les plutocrates qui sont au pouvoir. Et pour la chasse aux voix, vous savez comment gagner la prochaine élection? Donc, et c'est important parce que, et c'est mon domaine, parce que les croyances absurdes, les idées qui sont avancées mènent à des gens qui se font tuer, qui se font battre, qui sont envoyés dans des camps. C'est une situation très effrayante en ce moment, mais c'est le cas. Ce n'est pas la faute de l'administration Trump, c'est la faute du gouvernement américain. Mais vous savez, les démocrates comme les républicains devraient prendre leurs responsabilités et changer ça. Et regardez l'idée qu'il y a des valeurs chrétiennes derrière tout ça. J'ai un ami qui parle avec des partisans de MAGA et ils diront « Eh bien, nous sommes chrétiens et nous apportons le nationalisme chrétien. » Il leur dit « Lisez le Sermon sur la montagne, puis relisez-le, continuez à le lire. » Et dites-moi dans quelle mesure l'un ou l'autre côté du spectre politique suit réellement les principes de la religion qu'ils prétendent défendre. Bien dit, John, vraiment, vraiment bien dit. Merci. John, où les gens peuvent-ils en apprendre plus sur vous et sur tous vos livres que j'ai maintenant envie d'acheter? Si la scientologie dirigeait, le monde serait plutôt fantastique, mais où les gens peuvent-ils tout apprendre sur vous? Avez-vous un endroit où les gens peuvent voir votre art s'ils sont curieux? Oui, à ce propos, j'ai un vieux site web qui s'appelle johnattack.com et il y a quelques peintures dessus. En fait, j'arrive à nouveau à consacrer du temps à la peinture. J'ai rouvert mon atelier l'année dernière et c'est tellement merveilleux de ne pas avoir la tête remplie de faits et d'idées, mais simplement de couleurs, donc c'est vraiment agréable. Mon travail sur les groupes autoritaires, johnattack.uk, ainsi que ma chaîne YouTube, qui compte maintenant plus de 600 vidéos. Famille et amis de John Attack. Alors aujourd'hui, je veux promouvoir ceci. Vous savez, j'ai écrit beaucoup de livres et j'en ai publié une dizaine. Et ce livre ici est un roman surnaturel dans lequel je fais revivre Jimi Hendrix dans le cadre d'un groupe de personnes qui pensent être les réincarnations de la tribu perdue Canasta des Cherokees. Et j'aimerais en vendre plus d'exemplaires, si vous le voulez bien. Ça a l'air incroyable. Eh bien, je vais en acheter un exemplaire, au moins pour moi-même. Je tiens simplement à dire merci d'être ici. Nous apprécions vraiment votre temps. Ça a été un immense plaisir. Merci beaucoup. J'ai encore beaucoup de questions pour John que nous n'avons pas forcément eu le temps d'aborder.
Mais ce livre c'est une plongée très profonde, vous savez, dans des endroits où l'on voit encore l'influence d'un certain type de leadership occulte auquel je pense je ne peux pas échapper. Vous savez, désormais en lien avec les origines du parti nazi, mais vous savez, l'une des choses dont il parle dans le livre, c'est toute campagne de stérilisation qui a existé et qui continue d'exister dans le monde actuel trouve son origine dans ce type de pensée, selon laquelle il y a une désignation qui détermine qui a le droit d'exister et qui ne l'a pas, qui a le droit de se reproduire et qui ne l'a pas. Donc, il cite de nombreux exemples, il cite des exemples en Inde, il cite des exemples en Chine. Rien qu'en 2011, 10 000 femmes en Chine ont été stérilisées de force dans le cadre de la campagne du point de fer. Le gouvernement chinois avait l'intention de stériliser 80% des 6 millions de femmes ouïghours. Et ça s'écrit O-U-I-G-H-O-U-R. Après l'incarcération d'1 million de musulmans ouïghours en 2021, une gynécologue a admis avoir pratiqué 80 stérilisations par jour. Donc, c'est quelque chose qui continue de persister. Et bien sûr, il y aura toujours des conflits entre les gens. Je ne veux pas simplifier la situation, n'est-ce pas? Mais l'idée que tant de fondements, et même comme Jean l'a décrit, tant de fondements du gouvernement des États-Unis eux-mêmes soient construits autour de la tromperie, de la désinformation, de la mésinformation. Vous savez, ça donne un peu le vertige. Comment savoir ce qui est vrai? Comment savoir à qui faire confiance? Et je vois tellement de personnes que je connais qui se détournent complètement de l'information parce que personne ne sait en quoi croire. Entre ma mère et moi et nos messages sur quelles images sont générées par l'IA. Elle a vu une vidéo d'un médecin très connu dont tout le monde connaîtrait le nom et elle a dit « Pourquoi parle-t-il de ça ?» Ça ressemble à une arnaque et j'ai dit « Ce n'est pas une arnaque, ce n'est pas lui, ce n'est pas son visage ni ses paroles. » Donc c'est un peu comme « Je comprends que les gens se replient parce que comment pouvons-nous savoir et comment ces choses sont-elles utilisées pour nous influencer ?» Je veux dire, c'est un tout petit exemple, mais le nombre de personnalités publiques qui doivent aller en ligne et dire « Je ne fais pas la promotion des produits X, Y ou Z. J'en fais partie. Tu ne vends pas de bonbons gélifiés au CBD ?» C'est très compliqué d'être présenté comme une plateforme de quelque chose qui n'est pas vrai. Et la façon dont c'est manipulé, évidemment la base financière derrière, ça a totalement du sens, tu vois. C'est le capitalisme, non? C'est ça qui pousse tout ça. Le nombre de livres sur Amazon. Une de nos anciennes invitées, je voyais ses stories Instagram où elle montrait plusieurs livres en disant « Ce livre n'est pas de moi, ce livre n'est pas de moi, ce livre n'est pas de moi ». Et ils utilisent simplement des LLM pour sortir n'importe quel livre lié aux idées de cette personne. Et alors, comment savoir ce qui est vrai ou pas? Vous savez, la seule chose que je n'ai pas demandé, John, et je suis contente de ne pas l'avoir fait, mais je vais le dire, et je le dis avec énormément de respect pour lui. Et vous savez, le travail qu'il fait et vous savez, ses recherches et toutes ces choses, certaines personnes pourraient regarder cet homme et se dire « mais peut-être qu'il est fou ». Comme peut-être qu'il est obsédé par le fait que la scientologie n'a pas marché pour lui, ou il a eu l'impression qu'ils lui ont pris son argent, mais bon, tant pis, il s'est inscrit, non? On pourrait aussi dire que c'est peut-être une sorte d'obsession qu'il a, mais évidemment, vous savez, il est un ami de Steve Hussain, c'est comme ça qu'on l'a rencontré. Et il publie de nombreux livres académiques et articles de revue sur tellement d'aspects de tout ça. Mais évidemment, face aux attaques de l'Église de Scientologie contre lui, c'est ainsi qu'il présente les faits. Non, ils offrent une autre perspective sur la vérité. Jonathan, j'apprécie d'avoir eu l'opportunité de parler à Jean. Je sais que c'est un épisode un peu différent, mais je pense que, surtout de parler à quelqu'un qui connaît l'histoire de l'occulte et les endroits où l'on peut essayer de distinguer, vous savez, la magie de la science, je pense que c'est quelque chose pour lequel je suis vraiment reconnaissante d'avoir pu en discuter avec lui. Alors merci à tous de nous avoir accompagnés dans cette aventure. Pour plus de contenu, Jonathan, que les gens ne peuvent trouver nulle part ailleurs, où devraient-ils aller? Allez voir Dr Mayam Bialik sur Substack. Il suffit d'ouvrir l'application ou le site web, de taper Mayam Bialik et vous nous trouverez.
On se retrouve là-bas et à la prochaine, de notre décryptage à celui qu'on espère que vous n'aurez jamais. On se revoit la prochaine fois. IMB Alex breakdown, she's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or two. One fiction, and now she's gonna break